Salut Romain, comment vas-tu? Très bien, merci pour l'accueil. Merci surtout de nous recevoir dans la conciergerie Cars Up, donc avec ta belle GT3 derrière nous. Donc tu as eu une vie très remplie de pilotage automobile, d'essais, de YouTube. Avant toute chose, on va revenir un peu là où tout a commencé. Donc tu as fait du karting au début en loisir, mais tu as également fait d'autres sports. Ouais, alors, merci de me lancer dans ça. C'est vraiment la période la plus faste de ma carrière. J'ai commencé par le tennis, en fait. Tout vient du fait que j'étais mauvais en tennis, que j'en ai fait pendant longtemps, et qu'il a fallu trouver un autre sport. Et c'est là où j'ai dévié après sur le sport auto. Tu te rends compte déjà aussi jeune que le sport auto, c'est compliqué d'accès. Bah, au départ, c'est même pas. Je réalisais pas du tout, parce que pour moi, c'était même pas un sport que je considérais potentiellement faisable. Donc c'est pour te dire le fossé qu'il y avait, en me disant bah oui, ça c'est un sport qu'il y a peut-être des gens qui pratiquent, mais j'ai aucune conscience que moi-même je peux faire un jour ce sport. Donc je me disais pas c'est inaccessible, je me disais juste que c'est un sport qui existe. Voilà. Tes parents, ils étaient pas du tout dedans. Non, mon père est dans BTP si tu veux, donc rien à voir avec l'autre. Parce qu'en fait, les enfants de 4-5 ans qui commencent là-dedans, finalement, ils ont déjà des relations en sport auto et tout, c'est ça? Ouais, mais comme dans beaucoup de milieux, généralement, c'est pareil, les artistes ou quoi. Effectivement, c'est pas inné à 4 ans quand tu te retrouves dans un kart, c'est que quelqu'un de ta famille qui a déjà été pilote. Voilà, donc, généralement, déjà pour avoir l'opportunité à 4 ou 5 ans de monter dans un kart, si tu vas demander dans la piste de kart de ton voisinage, ils te diront non, tu es trop petit. Donc déjà, il faut être entouré des bonnes personnes, et puis généralement, effectivement, c'est plutôt familial, quoi. Donc du coup, tu as continué en karting. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais un championnat en particulier en tête? Ou t'évoluais tranquillement? Non, alors moi, j'ai commencé dans les championnats régionaux, et finalement, en kart, j'ai beaucoup fait de championnats régionaux, très peu de championnats nationaux. Et du coup, c'était ma ligue, donc Ligue Île-de-France à l'époque, mais en fait, la Ligue Île-de-France, c'était la ligue plus relevée, parce que c'est là où il y a une concentration de la majorité des pilotes. Du coup, gros niveau en ligue à l'époque. Et t'as un regret de ne pas avoir commencé plus tôt? Parce que du coup, le karting, tu l'as commencé à quel âge exactement? J'ai commencé la compétition à 13-14 ans. Avant, j'ai fait du kart loisir, je pense à peu près comme tout passionné. Un jour, surtout avec ses potes, il fait un peu de loisir. Mais ouais, voilà, la compétition à 13-14 ans. Et oui, comme on disait, c'est 10 ans trop tard. Et en fait, ça dépend si tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si tu vois à moitié vide, oui, étant donné que je suis là aujourd'hui, que j'ai accompli des belles choses dans ma carrière, entre guillemets, qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais commencé 10 ans au préalable? J'aurais été curieux de savoir maintenant. En même temps, jamais de ma vie, j'aurais pensé faire tout ce que j'ai fait et avoir un parcours en sport auto. Donc, pas forcément de regrets, parce qu'encore une fois, de là d'où je venais, c'est pas une option possible finalement. Oui, parce que t'as eu un joli parcours en plus, parce qu'après t'as continué en Peugeot Spider Cup, puis en Porsche Cup. Tu vas également vivre les 24 heures du Nürburgring quand même. Comment ça se passe cette course? Alors les courses du 24 du Nord, je les ai pas fait, j'ai fait la course d'ouverture. Donc en Porsche Carrera Cup à l'époque, et c'était la course comme il y a des courses de support. Donc effectivement la première fois que j'avais une vraie compétition sur Nürb, et là c'était un truc de fou parce qu'on était plus de 100 Porsche Cup. En fait, l'idée, c'était de réunir toutes les Porsche Cup à travers le monde et de se réunir sur le Nürburgring et faire une course. Donc, à l'époque, je crois que c'était l'équivalent, 45 minutes ou 1 heure de course, qui faisait à peu près 6 tours. Mais en fait, c'était un déluge. C'était un déluge, un rideau d'eau, tu voyais pas vraiment, mais si tu roulais à 2,80 km/h dans la ligne droite, tu voyais pas à 10 mètres ou 20 mètres devant toi. Donc, c'était vraiment un truc de fou. C'était la première saison au Porsche Cup, et là, de te retrouver là à ce moment-là, avec un recul, je me dis, j'étais inconscient, et je me dis, en fait, in fine, t'as juste envie, et là, c'est une rare fois où j'ai vraiment eu peur dans ma carrière, je me suis dit, allez, je me range, et puis, puisqu'on dit, à l'époque, j'étais peut-être un peu plus casse qu'aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, tu vois, je le ferais pas, mais c'est vrai que, découvrir le Nürb dans ces conditions-là, on sait que pour maîtriser le Nürb, il faut beaucoup de tours. Là, on arrive quasiment sans expérience, c'était un déluge, c'est à l'aveugle, c'était bizarre. Je ne connaissais pas du tout, c'est ça. On devait valider un certain nombre de tours pour avoir un certificat qui nous disait qu'on était apte à conduire après par la compétition. Donc j'avais fait avec une voiture de route, justement avec une 996 GT3RS. J'avais fait, peut-être une quinzaine de tours dans la journée. Et après j'avais fait une course de VLN. Donc à l'époque c'était le championnat qu'il y avait sur la Nord-Sheriff. Mais une course de VLN, on était 3 ou 4 coéquipiers. Donc ça devait faire, peut-être encore 3 ou 4 tours finalement. Donc j'avais peut-être, 20 tours d'expérience avant de... Et la petite anecdote, c'est que forcément, quand tu t'entraînes en simu,
surtout sur un circuit comme ça, bah finalement la première partie du tracé, je connaissais très bien, jusqu'à me cracher si tu veux. Donc en fait, vu que tu recommences systématiquement, bah en fait à chaque fois que tu fais la première partie du tracé, tu te craches, tu recommences. Donc finalement la première partie du tracé, je la maîtrisais parfaitement, et la deuxième partie du tracé, plus dans la forêt, etc., vu qu'à chaque fois je recommençais, bah là, je connaissais un petit peu moins. Justement, t'avais pas peur de te cracher si tu t'étais quand même craché quelques grands cibles, etc. Surtout que sur une noble, ça tape très vite. Ouais, bah oui, surtout dans ces conditions-là. En plus, quand je regarde des images de la course, j'avais fait des dépassements. Encore une fois, c'est à la limite de la conscience. C'est un circuit sur lequel tu dépasses pas forcément, en tout cas pas sur la partie dans la forêt, etc. Sur la partie le circuit normal, oui, mais sur la partie vraiment styleuse, etc. Tu dépasses pas trop, surtout dans ces conditions-là. Donc oui, bah peur du crash forcément, mais c'est pour ça aussi que à ce moment-là, bah je me bataillais pour le podium France, mais pas pour le podium général. Hein, c'était ma première année à ce niveau-là, donc non, je suis content d'avoir fait dans ma vie. Par contre, voilà, quitte à refaire un truc sur le herbe, bah j'aimerais bien faire sur le sec, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile en soi dans la course? Enfin, de ce circuit. Bah, de manière générale, dans la compétition auto, ça reste la concurrence, parce qu'en fait, tout le monde est au max de ce qu'il doit faire, c'est la compétition au niveau. Voilà, donc en fait, on l'a dit, l'appréhension, la peur, etc. Bah, à un moment donné, faut savoir le gérer, parce que, à un moment donné, tu fais la compétition face à tout le monde, et que même si les gens ont peur ou pas, ou qu'est-ce, bah, t'es obligé de donner le meilleur, donc, en compétition, t'as pas, surtout en sport auto, t'as jamais beaucoup d'entraînement, à part pour quelques happy few. Mais du coup, ça te demande à chaque fois d'aller rechercher dans tes ressources très profondes pour être tout de suite à un niveau exceptionnel si tu veux gagner des courses en très peu de temps. Donc voilà, avec très peu d'expérience, on te demande d'être très bon tout de suite, quoi. Avec le simu, ça aide quand même à réussir à garder le niveau quand tu roules pas. Ouais, le simu aide beaucoup, surtout que maintenant les simus sont très bons. Moi à l'époque j'avais commencé, je suis un peu dévié, j'ai commencé avec GTR2 à l'époque, puis à Factor, puis à Stoppersa. Et moi Simu ça m'a beaucoup aidé à chaque fois dans ma carrière, dans le parcours. J'ai appris des circuits. À l'époque, justement j'avais fait à l'époque c'était Blancpain, le Blancpain Endurance, donc maintenant c'est GT World. Et là j'y suis arrivé, j'avais pas d'expérience, donc tous les circuits j'y découvrais et j'avais pas de séance d'entraînement. Donc là, tu connais le niveau du GT World, c'est le plus haut niveau du GT mondial. Donc si t'arrives là et que t'as juste 2 fois 10 minutes dans la voiture avant la qualification, tu te fais démonter, c'est pour rapport au circuit en 2 fois 10 minutes, je te démontais. Donc là, le simu très utile. Et pareil, ça m'a aidé aussi quand j'étais roulé en Amérique. Là, j'avais été contacté pour aller faire le Grand Prix Trois-Rivières, qui est un peu le Monaco sur le continent américain. Et là, j'ai tout appris en virtuel, et ça a permis sur place de faire pole et de victoire, quoi. Donc si j'avais pas eu le simu, vu que c'est un circuit urbain qui est ouvert une seule fois dans l'année, t'as pas de possibilité de t'entraîner. Donc c'est uniquement le simu pour le faire, et puis après, tu te retrouves en réel. Tu retrouves tes repères facilement? Ouais, bah c'est ça qui est bien avec les simus d'aujourd'hui, surtout qu'en plus moi dans les catégories que je faisais, les voitures étaient reproduites, donc je pouvais vraiment rouler avec ma Mercedes AMG GT4 sur le circuit. Et en fait maintenant bah t'as un niveau de détail qui est très poussé, style les rapports de vitesse sont les bons, les circuits sont laser scanés, donc en fait ton dénivelé est reproduit, l'angle exact de ton virage est reproduit, ce qui fait que tu peux vraiment aujourd'hui arriver avec la bonne vitesse, au bon rapport, sur ton bon point de frein, etc. Donc en fait c'est très similaire, et t'as juste à après adapter. T'as peut-être parfois une seconde autour de différence entre la réalité et simu, mais t'as tellement de facteurs qui peuvent jouer de toute façon sur la perfo, mais quoi qu'il arrive, tu peux dégrossir bien, je dirais 70% du job aujourd'hui sur simu. Ouais. C'est énorme. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de stresser avant de prendre le volant? Ouais. Mais alors souvent on me pose la question et souvent je compare. C'est très prétentieux de dire ça, mais c'est un peu dans l'approche à un artiste avant de monter sur scène. Je pense qu'en fait si tu veux la pression tu l'as. Et après du coup bah quand c'est au moment du départ, là ça s'envole. En fait t'es vraiment stressé sur l'avant-course, sur la préparation, quand tu sais que ça va arriver, qu'il y a la mise en grille, la préparation, là parce que en fait t'as tout un process avant le début de la course qui prend beaucoup de temps, que bah on voit pas à la caméra puis ça filme à partir du moment où les voitures sont en grille, mais tout ce qui se passe avant, t'as peut-être 1h30 avant le départ de la course. Donc en fait tout ce temps-là, bah t'as le temps de penser, de stresser, de réfléchir à beaucoup de choses, et c'est là où t'as le stress, en tout cas pour moi. Et après par contre, bah, une fois que vraiment c'est les feux qui s'éteignent et c'est parti, bon voilà, tu fais ce que tu sais faire, et là t'as peut-être plus de stress. De toute façon, c'est comme tous les sportifs, en fait. C'est avant de partir, c'est un peu, c'est de la pression, c'est du bon principe de rien.
Une fois que tu passes, c'est lié. Ouais, mais je pense que c'est effectivement intrinsèque aux sportifs, aux artistes. Voilà, le stress est bénéfique parce que c'est ce qui aussi t'empêche de faire des bêtises, tu vois. Après, en sport auto, généralement, énormément de gens ils réfléchissent à faudrait que je fasse ça au premier tour. En fait, il y a tellement de scénarios qui se posent que finalement, même ce que tu avais prévu dans ta tête, il bouge après au départ. Donc voilà, t'as vraiment le côté pression qui monte avant le départ, et puis après au départ, je vais te dire, t'es dans l'action, tu réfléchis pas, le but c'est de terminer premier, c'est tout. Est-ce que depuis que tu as une famille, le paramètre de stress, il rentre en compte dans ton pilotage? Non. Non, j'ai pas. Alors souvent on dit en sport auto que quand t'as un enfant, tu es moins vite parce que quelque part, même inconsciemment, tu penses à ta une, etc. Aujourd'hui, je le ressens pas, peut-être que je le ressentirai un jour, mais là non, c'est encore une fois, je vais penser à ma fille avant le départ, à ma femme parce qu'elle est là sur sa fille, mais après, encore une fois, quand c'est parti, et La concentration. oui, c'est ça, c'est que je fais un truc sur lequel j'étais habitué et voilà, après, avec le recul, peut-être que justement les risques que j'ai pris à l'époque sur Nerd, avec le déluge, peut-être qu'aujourd'hui je les prendrais pas ou je ferais différemment, mais là, tu me mets dans une course, je pense pas que ça change tout. Donc, quand tu évolues en Porsche Cup et par la suite en Porsche Cup, pardon, et par la suite en Maserati Trofeo, quel était ton but à ce moment-là? Tu voulais devenir pilote pro, devenir pilote constructeur? Alors à la base, comme je te disais, je me suis jamais vu évoluer pour devenir pro, parce qu'en fait, encore une fois, moi me retrouver là, c'était déjà inouï et fou. Et après, évidemment, j'ai toujours eu l'esprit très compétiteur, ce qui m'a fait arrêter le tennis pour faire du sport auto, un sport dans lequel j'étais doué. Donc évidemment, après, quand tu vas en sport auto, l'idée c'est de faire le mieux et tu finis d'obtenir des opportunités. Donc quand en Porsche Cup encore, c'était pas forcément tangible le fait de devenir pilote pro parce que j'avais pas forcément cette vision long terme. Par contre, quand j'ai fait le move de passer en Maserati Trofeo, très clairement, voilà, j'ai fait ce choix-là parce qu'en fait, j'avais une logique derrière. C'était le moment où, à l'époque, il y avait un pilote sud-africain, je crois, qui avait fait le même championnat mais chez Lamborghini que Super Trofeo. Il avait été faire ce championnat-là, il avait gagné et s'était fait signer pilote officiel Lamborghini dans la foulée. Moi, je me suis dit, je vais faire la même chose avec Maserati. Et à l'époque, il y avait l'Alfieri qui était présenté en termes de concept car. Donc tous les constructeurs lançaient AMG GT, Jaguar, la F-Type, toutes ces voitures-là. Maserati lançait l'Alfieri, donc tu disais c'était une super base pour aller faire du GT3, voilà, en GT. Donc tu te disais c'était le bon moment pour aller faire quelque chose avec Maserati, voilà. En fait moi quand j'étais faire le championnat avec Maserati, l'objectif c'était de gagner les titres, ce que j'ai réussi à faire, et en me disant je gagne le titre avec Maserati et ils vont me proposer un contrat dans la foulée pour développer en GT3. Sauf que non. Ce que j'ai su pendant la saison, c'est que finalement à la fin d'année, Maserati arrêtait toute activité en compétition. Donc en fait, c'est ça, malheureusement, c'est un petit peu en sport auto, on dit qu'il faut toujours être au bon endroit, au bon moment, faire les bonnes rencontres. C'est un alignement de planètes. Là, les planètes étaient pas alignées pour moi, c'est-à-dire que j'ai tout bien fait, j'ai gagné le championnat. Je crois que je sais plus combien de courses on avait, mais je crois que peut-être sur 12 courses, j'ai dû faire 9 podiums, 6 victoires, choses comme ça, donc j'ai vraiment dominé le championnat. Mais Maserati a arrêté toute activité en compétition parce que stratégie du groupe de Maserati d'arrêter, voilà, donc mauvais alignement des planètes, et puis après, c'est pas parce que t'as gagné un championnat que derrière t'as un milliard de positions pour aller rouler. Ça se passe pas comme ça en sport auto, et encore moins aujourd'hui. Tu sens qu'il y a quand même de la place où vraiment la concurrence est super rude et une place se présente globalement. Alors t'as une concurrence qui est énorme, c'est toujours pareil, c'est que finalement des places de pilotes payés comme on entend, ça se compte sur les doigts de la main chez les constructeurs. En plus, encore une fois, c'est des stratégies groupes, c'est-à-dire que par exemple à un moment donné, j'avais fait des sélections avec Bentley. Toi, je roulais dans une Bentley, j'avais fait des sélections avec Bentley et pour faire le junior programme Bentley. Donc j'étais là-dedans, j'ai participé aux sélections. J'avais été le meilleur ou un des meilleurs, parce qu'en fait il cachait un petit peu les résultats, mais j'avais un pote qui prenait les chronos, etc. Donc moi j'ai fait tout bien ce qu'il fallait, sauf qu'après c'était une sélection pour rejoindre l'académie chez Bentley pour avoir un contrat officiel après.
Sauf que typiquement ce qui s'est passé, c'est que je roule, je fais ce que j'ai à faire. Après derrière finalement c'était qui peut mettre combien sur la table, etc. Bon, il y avait encore une histoire d'argent de payer. Donc l'idée c'était que tu payes une année, puis après si tu fais bien t'as un contrat derrière. Sauf que en fait tous les gars qui ont mis les X centaines de milliers d'euros qu'il fallait pour faire la saison, derrière Bentley qui prend la décision de, encore une fois stratégie groupe, d'arrêter thermique, de passer tous les futurs la future gamme en électrique. Et du coup, tous les pilotes Bentley se sont fait virer, toute l'académie s'est fait virer, etc. Donc les mecs sont juste retrouvés à dépenser une année de plus, encore X centaines de milliers d'euros, pour derrière rien avoir, quoi. Donc ça pour te dire que en fait, les places sont comptées chez les constructeurs et qu'en fait c'est très variable. Autant t'as des constructeurs qui sont fiables dans la durée, style Porsche, sont toujours des pilotes professionnels, et ceux sur des années. Après t'as des marques qui arrivent, s'en vont, reviennent. Voilà, donc en fait, même aujourd'hui, une place de pilote officiel, t'as énormément d'avantages, mais t'as aussi beaucoup d'inconvénients. Mais comme, quoi qu'il arrive, beaucoup de choses en sport. Après, là, c'est pilote officiel en compétition. Après, ils ont quand même des places, je pense, en pilote d'essai de développement dans leur voiture de série. Ouais, ça intéressant, non? Non, ça m'intéresse pas. En fait, ça, c'est plutôt des parcours dans le pilotage. Il y a un brevet, en fait, pour enseigner le pilotage, tu dois avoir un brevet qui s'appelle le BPGEPS. BPGEPS DEP, DEPGEPS, je crois. DEPGEPS, je sais plus. Tu passes le step du GT3 aussi. Est-ce que ce sont les voitures les plus intéressantes que tu aies roulées jusqu'à... Ouais, j'ai une grosse frustration de plus rouler de GT3 aujourd'hui. Et oui, à chaque fois qu'on me demande est-ce que j'ai un meilleur souvenir avec une voiture ou quoi, ou des meilleures voitures de course, j'ai pas de réelle préférence dans la GT3. J'ai eu la chance de rouler beaucoup de GT3. J'ai fait l'Audi R8, la Lamborghini Huracan, la Bentley Continental, l'Aston Martin, la Ferrari 458, j'en oublie fort, la Mercedes AMG. Enfin, j'en ai fait beaucoup de GT3 et c'est les meilleures voitures que j'ai conduites dans ma carrière. Il y a une grande différence entre les voitures. Oui, en fait, c'est surtout en termes d'architecture. Parce qu'après, tu as un système de BOP, mais j'imagine que vous avez déjà parlé avec aux précédents invités. Pas forcément. Pas forcément, si. La BOP, en fait, c'est la balance de performance. Donc, c'est Balance of Performance en anglais, donc BOP. Et l'idée, c'est que de dire, voilà, justement, t'as une Porsche, contre une Ferrari, contre une McLaren, contre une BTA, contre une Aston Martin, que les voitures sont radicalement différentes, par la puissance, le poids, etc. Donc, en fait, tu vas uniformiser la performance sur un tour, en tout cas en théorie, et faire en sorte qu'une Porsche de 500 chevaux puisse concourir avec une McLaren qui fait plus de 700 chevaux. Donc en fait, tu vas jouer sur plusieurs leviers qui sont la bride au niveau du moteur, pour justement réguler la puissance que tu vas avoir, pour pas qu'il y ait une voiture qui soit 200 chevaux plus puissante qu'une autre. Tu vas avoir le poids dans la voiture, le lest, donc pour gérer, pour handicaper ou non une voiture, et tu vas avoir la hauteur de caisse, qui joue énormément sur la performance de la voiture. Plus ta voiture est posée au sol, plus c'est rapide. Donc voilà, donc ça c'est censé uniformiser la performance des voitures, mais pour autant les voitures se comportent différemment, surtout en termes d'architecture. Parce que tu vas avoir des voitures qui vont avoir un moteur en porte-faux arrière, tu vas avoir des voitures qui vont avoir un moteur en position centrale arrière, et des voitures, typiquement la Mercedes AMG, tu as tout le poids là. Donc en fait, une Mercedes AMG GT se conduit très différemment d'une Lamborghini Huracan GT3. Parce que voilà, une Huracan, une Audi R8, c'est quasiment la même voiture. Quand tu la perds, c'est trop tard. En fait, t'as une répartition des masses qui est quasiment idéale, ce qui fait que c'est très très permissif jusqu'au moment où t'atteins la limite. Une fois que t'as atteint la limite, dans une Audi R8, une fois que t'as la limite, t'es déjà en train de commencer à contrebraquer, c'est limite déjà terminé, tu pars en tête avec une Mercedes AMG, t'as le poids devant, en fait, c'est beaucoup plus progressif. Si tu perds un petit peu l'arrière, c'est pas grave, c'est compensé par rapport à l'équilibre de la voiture sur l'avant. Donc finalement, les voitures se conduisent quand même différemment, mais t'es un peu quand même dans la même gamme de performance. Ce qui fait que là c'était aussi une grosse plus-value que moi j'ai eu, que j'ai essayé beaucoup de voitures, c'est que finalement j'arrivais à m'adapter. Aujourd'hui tu me donnes ce que je fais par exemple pour un magazine Motorsport Mag sur des modèles routiers. En fait à chaque année il y a l'élection de la sportive de l'année, on me met une dizaine de voitures à disposition. Ça commence avec une traction de 200 chevaux et ça va jusqu'à une supercar de 800 chevaux. Bon, normalement, sauf si la voiture a vraiment des très particulières, en 3 tours, je sais faire le meilleur chrono à la 3-4 dixièmes près de la voiture, quoi. Donc, ce qui fait que maintenant, j'ai une grosse polyvalence et je sais facilement m'adapter à une voiture. C'est pour ça que à chaque fois que tu me vois rouler dans un nouveau format YouTube, généralement, c'est le devant. T'as vu tellement d'architectures différentes et justement, il y en a une que tu préfères rouler en GT3.
Vraiment, ça a été un peu un coup de cœur. Ouais, alors moi je suis très Mercedes. Alors ma marque de cœur sur la partie perso, c'est Porsche. En compétition, Mercedes, je trouve que c'est une très bonne voiture sur AMG GT4, AMG GT3, donc en GT4 et en GT3. Donc c'est la même base, c'est la AMG GT. Et en fait cette architecture-là, je la trouve très bien faite, avec justement en fait dans ces voitures-là, tu vas plus être handicapé par le sous-virage que par le sur-virage, ce qui fait que la voiture est très permissive, elle te met énormément en confiance, et ce qui te permet de facilement aller aux limites de la voiture et de jouer avec. Et que si jamais tu vas au-delà des limites, en fait, ce qui se passe, c'est que tu rentres dans du sous-virage, mais à la limite, si tu veux mieux avoir du sous-virage que du sur-virage, parce que du sur-virage, ça commence à être dangereux, et que du sous-virage, donc tu perds l'avant de ta voiture, si tu perds l'avant, tu viens un petit peu moins, tu retrouves de l'avant. Et en fait, si tu veux, l'architecture, l'ergonomie, même de la Mercedes, c'était très bonne. Et pareil, à l'intérieur de la voiture, en fait, tout est bien fait. Tu vois que les Allemands, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Tout tombe bien sous la main, tout est facile à comprendre, t'as pas un milliard de boutons, les boutons primordiaux te sautent aux yeux, donc et Mercedes, j'ai beaucoup aimé. Pour l'anecdote, t'as roulé avec le chanteur David Hallyday. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de rouler avec de grosses personnalités comme ça? Écoute, à l'époque, je pense que j'ai pu être impressionné parce qu'effectivement, en plus, moi, David, j'écoutais ses chansons quand j'étais petit. Donc 100% avec son père, etc. J'avais phasé sur cette chanson à l'époque. Donc évidemment, rouler avec une célébrité à l'époque, ça fait un peu bizarre. Maintenant, avec le recul, ayant grandi, finalement, des gens que j'en connais plein. Donc maintenant, tu me dis, je suis roulé avec un tel ou un tel, c'est chouette. Bon après, j'ai envie de te dire, parce que il y a Patrick Dempsey qui roule, etc. Si tu croises dans les paddocks, c'est chouette, tu vois, tu regardes, etc. Mais après, c'est plutôt la partie sportive qui est prédominante. Et puis t'as pris l'habitude aussi à force. Ouais, c'est ça. Comment t'arrives à rouler, mine de rien, à ce moment-là? T'as des partenaires, tu travailles de ton côté? Ouais, alors j'ai toujours des partenaires pour rouler. Nous, le leitmotiv avec mon père, c'était de toujours dire on n'a jamais d'argent personnel dans le système. On sait très bien que potentiellement c'est un gouffre financier. Le dicton en sport auto, c'est comment on devient millionnaire en sport auto, c'est en commençant milliardaire. Finalement, c'est plus dans ce sens-là que dans le sens. Donc nous, on n'a jamais mis d'argent personnel dans l'histoire parce que voilà, il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont hypothéqué des maisons, etc. Pour certains, ça réussit, mais t'as peut-être 0,01% de succès pour beaucoup d'histoires où finalement des familles qui avaient des possessions se retrouvent sans rien et voilà. Faut être père de Lewis. Ouais, le père de Lewis Hamilton, il cumulait des travails, et puis quoi qu'il arrive, il fallait qu'il trouve l'argent, parce que même si on dit oui, ils avaient pas grand chose, mais quoi qu'il arrive, il faut sortir l'argent pour rouler à un moment donné, donc. Il a hypothéqué sa maison, je crois. Peut-être, mais c'est pas rare, même là des pilotes aujourd'hui, c'est pas rare. Ouais. En fait, c'est soit t'as la chance d'être très fortuné, soit faut trouver des solutions. Et du coup, nous, on a toujours trouvé des solutions qui c'était avec des partenaires. Et c'est aussi des raisons de la création de la chaîne YouTube. C'est justement de dire on va créer la chaîne YouTube pour apporter de la lumière à ce que je fais et trouver plus facilement des partenaires. Les 24 de Spa, c'est une course qui est mythique où tu as 70 GT3 engagés, donc 70 voitures dans la catégorie. Et on a gagné à la fin de la course avec 2 secondes d'avance. Donc si tu veux, moi j'ai une participation au 24 de Spa, une arrivée, une victoire. Donc voilà, j'aimerais bien revenir un jour au 24 de Spa, mais je sais qu'en sport auto, avant de revenir toutes les bonnes conditions pour avoir un équipage gagnant, etc. En fait, ça me frustrerait de revenir au 24 de Spa si c'est pour faire moins bien. Et comme aujourd'hui j'ai gagné, je me dis je vais arriver, on va abandonner au bout de 10 minutes parce qu'on a une casse mécanique, parce qu'on l'équipier a cassé la voiture ou quoi. Et j'ai un peu cette peur-là, si tu veux. Est-ce que tu la considères comme la plus belle victoire de ta carrière? Ouais, de ma carrière, ouais. C'est alors c'est bizarre parce que d'un œil extérieur, on peut se dire que j'étais titré en Maserati Trofeo, j'ai remporté des courses en GT4 Europe, etc. Et que là, finalement, les 24 de Spa, parce que c'était ma catégorie, c'est pas le overall que j'ai remporté, c'était ma catégorie en silver. Tout le monde sait, à ce niveau-là, dans cette catégorie-là, gagner cette course, sportivement, c'est que c'est une réalisation. C'est un truc de fou. Et on n'avait pas eu beaucoup de chance pendant toute la saison. On n'avait pas forcément la voiture pour faire les meilleurs résultats. Et tout s'est aligné sur cette course. Je pense qu'on a tous rendu une copie parfaite. Et là, j'ai versé des larmes. Il y avait toute ma famille, il y avait mes potes. C'était la plus grosse course de l'année, donc c'était vraiment un truc de fou. Et puis surtout, en plus, dans les courses d'endurance, t'as tellement de paramètres qui peuvent entrer en jeu. Et puis des fois, c'était pour pas de chance. Et puis nous, la victoire s'est jouée à 2 secondes 5. Donc, il y avait à la fin des 24 heures, il y avait 2 secondes 5 contre le premier et deuxième, quoi.
Et là où c'était frustrant pour moi, c'est qu'en fait, on savait qu'on n'avait pas la voiture la plus rapide. Encore une fois, on se battait contre une autre Lamborghini qui était dans une meilleure équipe, une voiture mieux réglée, elle marchait mieux la voiture, mais mon coéquipier dans la voiture. Donc, en hommage à ce moment-là, c'est Alex Marcinetti. Il fait un travail de fou, de défense de fou. On a mené les 3/4 de la course et voilà, dans ces dernières 45 minutes, on a cette voiture qui remonte très fort sur nous. Moi, je suis tributaire, je suis dans l'instant, je sais que je vais pas rouler. Voilà, la voiture, faut qu'elle aille au bout. Et les voitures se sont touchées. Donc vraiment, l'autre est venu au contact. Donc on aurait très bien pu terminer deuxième, et terminer dans le mur ou quoi. Et en fait, ce qu'il y avait l'histoire, c'est qu'on termine premier. Et t'aimerais faire pour le coup les 24 heures du Mans? Oui, mais encore une fois, moi, je réfléchis en termes comment dire, d'impact sportif. Et en fait, si tu entends que réalisation personnelle, je pense, mais en tant que j'aimais participé au Mans, mais je suis plus content en ayant remporté les 24 de Spa que ce que je pourrais être content de remporter les 24 du Mans. Parce que je sais que aux 24 du Mans, même si ça tend à changer, parce que maintenant il y a une concurrence féroce, notamment en hypercar, où maintenant il y a beaucoup de constructeurs, mais en fait pendant très longtemps, aux 24 du Mans, tu te bataillais réellement contre 6 ou 7 voitures. Donc en fait, quand tu vas gagner sur 6 ou 7 voitures, quand ta catégorie, tu vois, j'entends, t'avais, 3-4 hypercars, à l'époque des LP1. En LPD, on t'avais beaucoup de niveaux. En GT Pro, en GT Pro Am, à la fin, en GT Am d'ailleurs, ça s'appelle. Il y avait 4 voitures en GT Am, il y avait 4 voitures en GT Pro. Donc en fait, quand tu terminais sur le podium des 24 du Mans, c'est chouette parce que tu fais des médias et compagnie, mais il reste que t'as terminé forcément premier sur 4. Donc en fait, ta valeur était pas incroyable. Donc finalement, ma satisfaction d'avoir gagné les 24 de Spa par un temps de voiture était plus grande. Finalement, c'est juste une course qui est un peu plus connue pour le grand public que les 24 heures de Spa, où il faut quand même être un peu plus averti le sport. Oui, c'est ça. Mais après, les 24 du Mans, ça reste la course médiatique, c'est vrai qu'il faut briller, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, même quand j'avais jamais roulé au Mans, parce que j'ai refait une course d'ouverture, là, j'ai fait la course d'ouverture de 24 heures du Mans en Porsche Cup aussi, à l'époque, avant de rouler au 24 du Mans, sur la piste en tout cas, je me disais pas que c'était un tracé de fou, etc. Finalement, t'as pas de dénivelé, quasiment pas. C'est des lignes droites, des chicanes, etc. Tu dis pas c'est un truc de fou. Après, quand j'ai posé vraiment les roues, j'ai fait le premier tour de roue avec la Porsche Cup et que j'ai découvert vraiment, en fait, ce qui est impressionnant, c'est la grandeur. C'est le côté, vraiment, c'est un monument très grand, tout est large, ça va très vite. Et c'est là où tu réalises, donc, en fait, participer au 24 du Mans, c'est un truc que j'aimerais bien, mais j'en fais pas un objectif absolu, tu vois, c'est pas un truc... encore une fois, tu me laisses l'opportunité de choisir entre gagner les 24 du Nürburgring ou les 24 du Mans, je préfère cocher les 24 heures du Nürburgring. Et puis surtout pour un pilote, je pense que c'est tellement difficile le Nürb que... Ouais, le Nürb, tu passes, encore une fois, c'est contrairement à la piste du Mans, c'est une piste qui a énormément de dénivelé, l'erreur ne pardonne pas, t'as les rails qui sont à côté. Sur une course de 24 heures, tu peux avoir 30 degrés du soleil, tu peux avoir de la grêle, de la neige, tu peux avoir, tu doubles, on a parlé des écarts de performance entre les voitures, tu doubles des dépanneuses, c'est la seule course du monde où t'as des dépanneuses pendant que tu fais la course, qui sont sur la piste à sortir des voitures. Le 24 heures du Nürb, pour moi, c'est une question de survie avant une question de résultat. Donc, après de dire que t'es au maximum pendant 24 heures sur une piste comme ça dans des conditions de fou, pour moi, vraiment, les gladiateurs modernes du sport auto, c'est les gens qui font les 24 heures du Nürb et qui les remportent. Par rapport aux époques de nos ancêtres, où eux, ils roulaient vraiment dans des voitures de fous, etc., ils prenaient des risques de malades. Nous, le risque, c'est quand même vachement amoindri, même s'il y a eu des accidents récents qui ont montré que le risque existait toujours. Mais au 24 heures du Nürb, ça reste que c'est toi et je dirais pas le terme, mais c'est à toi de porter ton courage là demain et faire le truc, quoi. Et t'avais raconté aussi un jour qu'il y avait eu un énorme accident en haut du Raidillon. Est-ce que c'était pendant les 24 heures de Spa? Ouais. Et ça a nécessité une interruption de course, etc. Comment tu vis psychologiquement les accidents, tu vois, même quand c'est ceux des autres, quand tu sais que là, sur la même course que t'es en train de faire, là, il y a... En fait, c'est toujours pareil. Ça fait quand l'accident a lieu, parce que effectivement, nous, ce qui s'est passé, c'était un accident qui, pour le coup, c'était sur les 24 de Spa. Donc, quand je te disais que j'avais fait la nuit, qu'il y a eu un gros accident, c'était ça l'interruption. Donc, en fait, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'en haut du Raidillon, il y a une voiture qui a perdu le contrôle, elle s'est retrouvée en travers de la piste.
et il y a une voiture qui est arrivée à Abad dedans, et vu que au Durée-Lyon, bah, c'est à l'aveugle, bah, t'arrives à 230 km/h dans une voiture à l'arrêt, c'est un accident qui est monstre, et c'est exactement l'accident qu'Antoine Hubert, pour récemment, qui a eu lieu, qui était fatal. Donc, c'est ce qui s'est passé. Nous, l'avantage, bah, c'est qu'on demandait des voitures fermées, donc t'as tout l'arceau qui vient te protéger, etc. Mais reste qu'à un moment donné, à ce moment-là, bah, quand il est 3 heures du matin, que tu passes devant des voitures en morceaux, que t'as aucune conscience de comment vont les pilotes, etc. Honnêtement, tant que t'es dans la voiture, je trouve qu'il n'y a pas forcément de réalisation ou quoi, parce que t'es encore dans ta course. Là où c'était vraiment impactant et où, encore une fois, t'as du temps pour penser, c'est quand t'as l'interruption de course, où là, t'es le drapeau rouge, on va devoir évacuer, on va devoir mettre l'ambulance sur la piste, etc. Et là où, bah, t'as pas de paix, tu sais pas, et puis toi, t'es sorti de la voiture, mais c'est même ce moment où tu réalises, et là où c'est, effectivement, forcément, c'est compliqué, le moment où tu vas, après, reprendre le volant, en te disant, bah, tu repars, hein, il est 3 heures du mat, même ça allait jusqu'à 15 heures, je crois. Donc, tu repars pour c'était pile pas la moitié. Donc, tu repars pour 12 heures, hein, pour 12 heures à nouveau de course, ça, faut te remobiliser, etc. Après, quand c'est reparti, tu penses pas. Mais moi, le pire truc qui m'est arrivé, mentalement en sport auto, c'était sur un championnat qui était, c'était pas un gros championnat, c'était du Team SF Series. J'avais été invité par une équipe, et, c'était avant les qualifs, c'était en séance d'essai. Je roule encore en Porsche Cup, à l'époque. Et, il y a une Dodge Viper devant moi, j'arrive dans un des premiers virages des Manicourt, qui fait des allers-retours contre un mur. Donc, bah, la chose pas normale, si tu veux, c'est-à-dire qu'une voiture normalement qui se crache, elle est crashée, elle bouge pas. Là, c'était le gars faisait des allers-retours d'un mur à l'autre, quoi, et il roulait, etc. Donc là, je me disais, ok, très clairement, le gars est inconscient. Donc, c'est pas normal, si tu veux. Donc, j'ai vu la voiture faire ça, j'ai vu la voiture se porter contre un mur et continuer à tourner. Donc là, je me dis, le gars est inconscient. Il y a un risque que la voiture explose ou quoi, donc là j'ai pris la décision et je conseille à personne de le faire, mais là c'était plutôt un réflexe humain qu'autre chose, où j'ai arrêté la voiture, j'ai couru vers la voiture en me disant, bah si le gars est inconscient, il faut que j'arrête, que je coupe le moteur pour éviter potentiellement, on sait pas ce qui peut se passer, quoi. Donc je me suis arrêté en pleine séance pour aller pour aider le gars, sauf qu'en fait en ouvrant la porte, le gars était bien inconscient, en fait le gars était mort. Donc là, c'est complexe parce qu'en fait, tu ouvres la porte, donc tu vois un pilote inconscient. Et à ce moment-là, j'ai aucune idée s'il est mort ou s'il est en vie. Et en fait, je secoue, il n'y a plus de réaction. Et là, pour le coup, après moi, j'avais les qualifications. Le week-end a continué. Et j'avais été voir les médecins du coup du circuit de Manicourt qui m'ont expliqué que ce que j'ai vu, normalement, je n'aurais pas dû le voir, qu'il aurait pas fallu que je m'arrête, etc. Le médecin du circuit m'a dit à demi-mot que ça à ma place, elle aurait sans doute fait les choses, mais c'est pas ce qu'il fallait faire. Mais donc en fait, t'as toute ta phase d'attente où tu sais pas si le gars est en vie ou pas, et en fait quand on t'apprend qu'il est mort, bah ça fait un choc. Et après, surtout, bah on m'a appris ça, 30 minutes après, j'avais ma séance de qualif. Donc après, quand tu repasses en qualif devant l'endroit où t'as sorti le gars, ça c'était peut-être le truc le plus compliqué qui m'arrive en sport. Ça, c'est super dur, hein, psychologiquement parlant, quand même. Moi, c'était chaud. Et justement, t'as eu des incidents là, qui te viennent en tête en course, des pannes, des crashs. Ouais, ça c'est quotidien en sport auto. Le crash fait partie du sport auto. Moi, je touche du bois. J'en ai jamais eu enfin, j'en ai eu des très gros, mais jamais qui m'ont impacté physiquement. Enfin, j'ai eu voilà de gros dégâts physiques. Donc voilà, j'ai eu des gros accidents à Adélaïde. En Porsche Cup, toujours, Adélaïde, c'est l'épingle à Manicourt. T'arrives dans la ligne droite, justement, où t'atteins des vitesses de peut-être de 260 km/h par un virage que tu vas prendre à 30 km/h. Là, je vais prendre le virage, justement, à 30 km/h, et il y a une moto derrière moi qui sort les freins et qui me coupe en deux. Donc, et puis, arrive lancé, elle avait plus de freins, elle me coupe en deux. C'était un gros crash. À Imola, en Porsche Cup, toujours, préparation d'avant-saison, je viens de recevoir la voiture elle est neuve. Il pleut énormément à Imola, à ce moment-là. Beaucoup d'aquaplaning. Je prends la décision de plus rouler parce que trop risque de casser la voiture. Donc mon coéquipier qui est dans une autre voiture, lui roule. Je demande donc moi j'attends à l'extérieur de la voiture, je demande des nouvelles pour savoir. Il me dit non, ça va, c'est roulable, donc je repars pour rouler. Un virage qui n'en est pas un dans Imola, en fait c'est le bout de la ligne droite où il y a une légère courbe à gauche. Sur le sec, c'est easy flat, tu passes à fond tranquille. Là, sous l'eau, normalement, ça pouvait être flat, mais ça dépend de la quantité d'eau qu'il y a. Et là, en fait, si il y a trop d'eau, bah, t'arrives pareil à 250 km/h, la voiture elle part directement. Et là, vu que c'était d'aquaplaning, en fait, bah, ton pneu a plus d'adhérence avec le bitume. En fait, c'est de l'eau, tu surfes. Donc, en fait, tu surfes, tu ralentis pas.
Donc la voiture elle continue à la même vitesse, elle tape une première fois le mur de pneu à gauche. Après moi je pars en luge sur des centaines de mètres, je passe le bac à gravier qui me ralentit, et après je vais taper le mur en béton. Et après quand j'ai revu les images, la voiture était épave, pour le coup épave totale, la voiture qui était neuve une heure plus tôt, et le mur en béton fissuré quoi. Donc ça c'était vraiment pareil, un gros impact. Donc je sais pas, on n'avait pas on mesurait pas le nombre de G à l'impact, c'était un gros crash, mais pareil j'ai ce problème. Et puis après moi je suis un pilote qui se fait plutôt propre. Je pars pas souvent tête à queue, je fais pas d'accident, j'ai pas cassé de GT3 de ma carrière. Donc après des accrochages ça arrive parce que c'est la course et c'est forcément ça va au contact, mais j'ai jamais eu de gros accidents. Et je voulais parler un peu avec toi de l'aspect psychologique du sport auto, parce que il y a quelque chose qui m'impressionne un peu, c'est que la plupart des pilotes avec lesquels j'ai parlé, ils me disent que tu vois c'est absolument pas un problème de repartir dans la voiture après des très gros crashs, ce qui c'est souvent marquant, tu vois, des gros crashs, de voir, etc. Et la plupart me disent que partir dans la voiture, il y a aucun problème. T'as ça aussi quand tu t'es pris par exemple ce crash-là à Imola, repartir c'est Alors je pense que déjà ça dépend énormément de quelle est ta situation financière. On va revenir à ça, mais grosso modo si t'as un crash, en vrai comme je disais les voitures sont quand même sécurisées. Donc même si t'as des gros crashs comme j'ai vécu, les crashs que j'ai vécu, je pense que si j'étais dans des voitures des années 60, je suis même plus envie, tu vois. Mais là aujourd'hui les voitures ont tellement de sécurité que tu peux prendre des gros impacts, et finalement à part de la tôle froissée et ton ailo froissé, tu répares, tu reroules. Mais quand tu sais qu'en tant que pilote, potentiellement, casser la voiture parce que les voitures sont assurées, t'as des franchises. Une GT3 aujourd'hui, c'est une voiture qui vaut 800 000 euros. Les franchises sur la voiture, c'est des franchises à 50 000 euros. T'as cassé la voiture, ça vaut 50 000 euros de réparation minimum. C'est ce que tu dois sortir en tant que pilote. Et potentiellement, ça peut te finir une saison. Donc tu vois, tu peux rater ta saison. Donc après, voilà, si jamais t'es très à l'aise financièrement, tu payes la note, tu reconstruis la voiture, tu changes de voiture, tu roules à nouveau, tu vois. Si jamais ça peut mettre un terme à ta carrière, je pense que ton ressenti et ton appréhension n'est pas la même. Et moi, suite à Imola, je roulais, j'avais la première course de la saison qui avait lieu au Mans, et pas de bol, les mêmes conditions qu'à Imola, mais la même chose. Donc forcément, tu fais un lien psychologique direct entre les deux courses, entre les deux circuits, et au Mans, c'est pareil. En fait, t'as une légère courbe après à une droite qui passe, je sais plus, ça passe pas à fond, mais pas loin sur le sec. Donc voilà, c'est beaucoup de confiance qu'il faut avoir, et là encore une fois beaucoup d'eau. Donc en fait, c'est un truc un peu casse-cou qui ressemble un petit peu à l'Imola, si tu veux. Là, avant de mettre de la vitesse dans celui-là avec les conditions qu'il y avait, moi j'ai mis du temps avant de retrouver les marques. Après ça a été le reste du week-end, ça l'a fait, etc. Mais c'est juste qu'en fait il faut les conditions, le virage était similaire, donc psychologiquement s'y pense quoi. Après effectivement quand la course est lancée, c'est différent. Justement, c'était une de mes questions où je me demandais est-ce que tu as déjà été bloqué dans des performances, justement par la peur de planter la voiture, parce que tu sais que c'est d'argent. J'ai jamais eu en course parce que sinon tu fais pas là. En course, on a déjà eu un truc, c'était très rigolo. C'était toujours dans ce truc-là où on te fait croire que tu vas devenir pilote officiel et compagnie. J'avais un manager à l'époque, il avait fait rouler pour une équipe anglaise qui s'appelle Straka, qui existe plus aujourd'hui. C'était un milliardaire qui avait lancé cette équipe. Comme quoi, le sport est souvent lié à l'argent. Donc en fait, on nous avait dit, il y a un volant à faire à pourvoir. Et potentiellement, si tu fais bien cette course-là, ça peut te donner une saison complète avec eux, tout payé l'année prochaine. Donc intéressant. Donc en fait, on était 3 jeunes à le faire. C'était un équipage de 3. On roulait avec une Mercedes LG3 à Barcelone. On était 3 jeunes. Ce qui était rigolo, c'est que pour nous, c'était tous un gros enjeu. Et en fait, moi, à ce moment-là, c'était 2000, c'est pas si vieux, hein. C'était 2019, je pense. Donc finalement, je dis jeune, mais j'avais juste avant 30 ans. Mais donc on était en lice, on roulait, et finalement nous c'était un gros enjeu même financièrement de dire on va mettre un gros billet sur la table et potentiellement se faire remarquer pour se faire recruter derrière, et personne ne voulait prendre le départ parce qu'en fait on savait très bien que prendre le départ, surtout en GT1 Challenge, si tu prends le départ avec 50 fous furieux, et dont notamment certains les pilotes pro, que si tu casses c'est les constructeurs qui payent, ceux qui ont beaucoup d'argent, si tu casses c'est pas un problème, etc. Pour nous on a déjà misé beaucoup d'argent sur le fait d'être présent, on savait qu'on pouvait pas forcément se permettre de casser derrière, et du coup ça s'est joué, je crois qu'on a joué à la courte paille de savoir qui prenait le départ,
Et finalement, c'est moi qui me suis retrouvé à faire le truc, et je crois que j'avais fait un deal avec l'équipe en disant, si jamais il y a un accident, que c'est de ma faute, c'est de ma responsabilité, c'est moi qui couvre la franchise, donc c'est fameux, à l'époque c'était 25 ou 30 000 euros, tu vois, en cas avec les gros accidents. Et si par contre c'est quelque chose où je suis tributaire, où c'est de prouver que c'est moi qui subis s'il y a un gros accident et que je suis en plein dedans, bah ça c'est le type qui font la responsabilité. Donc forcément à ce moment-là, quand t'es en train de prendre le départ, et pour répondre à tes questions, bah tu réfléchis. Vu que tu sais que t'as beaucoup d'argent en jeu, etc. Et voilà, donc oui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis plus en GT3, tout simplement parce que les budgets en GT3 sont, par rapport au moment où je faisais, ça a plus que doublé, que ce soit en termes de coût de saison, en termes de coût de franchise, de coût de voiture. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je vais plus dans des championnats comme ça parce que je sais que, bah, déjà, si t'as des opportunités pour rouler pas cher dans ces voitures-là, c'est déjà dans les bonnes voitures. Et en plus, après, t'as un risque de casse qui est énorme et du coup, tu t'es pas à l'aise de rouler dans une voiture à 800 000 euros que tu sais que si c'est quoi que ce soit, tu pourras pas assumer derrière. Puis il y a tellement de partants sur la grille en plus que c'est souvent des accidents de départ. Bah ouais, comme je te disais, en plus, t'as énormément de pilotes officiels où je dis, eux, s'ils cassent, c'est le constructeur qui prend. Pardon, c'est le constructeur qui prend. Donc c'est le constructeur qui couvre les pièces. Donc c'est pas grave. Ils peuvent, en fait, ils ont les sols, ils ont un quota, ils peuvent aller chicorer un petit peu et eux, c'est la performance avant tout. Les pilotes qui ont beaucoup d'argent, de la même manière, ils savent que leur risque qu'ils vont prendre, voilà. En fait, si toi t'as moins d'argent, bah, avant d'aller prendre ton risque, dire, si ça passe pas, là, je vais me remettre, le week-end il m'a coûté 30 000, si je me remets 30 000, ça va faire un week-end à 60 000. Pourquoi? Toi, tu se poses la question. Être pilote, ça te suffisait pas et tu t'es décidé à créer ta propre écurie de course, donc Armada Racing. Ouais. Comment tu franchis ce cap? Et bah, figure-toi que je m'étais toujours juré, voyant ce que c'était le sport auto, de jamais créer d'écurie de course. Et finalement, je me suis retrouvé à créer une écurie de course. Et finalement, avec le recul, je ne recréerai pas une écurie de course. C'est par opportunité. Tout simplement, j'ai rencontré un de mes associés sur ce projet-là à l'époque, à qui, à la base, j'avais proposé d'être mon coéquipier en programme, que lui soit pilote amateur, que moi je suis pilote professionnel, qu'on roule ensemble. Et il m'a dit, on va faire de l'observe, on va créer l'équipe. Donc en fait, si tu veux, vu que ça a super matché humainement et que le projet me plaisait, je me suis dit, allez, on va créer l'équipe. Et en fait, moi je me suis dit, parce que ça c'était en 2023, je pense. Toi, c'est tout récent quand même, 2022, 2023, je pense. Et je me suis dit, potentiellement, moi j'avais 30 ans passés, je me suis dit que c'était un projet qui pouvait m'emmener à plus long terme, et surtout en disant, bah, je finance rien, je suis payé, et je vais remettre ma carrière comme ça, pourquoi pas sur 2, 3, 5 ans, 10 ans, tant que ça fonctionne. Sauf que, bah, sur une première année d'exploitation, alors, sportivement, on a eu des hauts et des bas, on a fait une très belle première course au Castellet. On était plusieurs voitures dans l'équipe. On faisait un double programme. GT4 France et GT4 Europe, ce qui était très ambitieux sur cette. Parce que c'était la catégorie que je connaissais. J'avais des relations avec Mercedes. Pour les pilotes amateurs, c'était une bonne voiture, un bon championnat. Donc voilà, c'est trop gros. Ça peut normalement même déjà commencer une équipe de course en GT4. Déjà, quand tu viens de nulle part, c'est déjà trop en fait. Généralement, ce que les équipes font, c'est que tu commences par des petites catégories, style la Caterham, la Midget, les Junk Cars, où en fait les budgets en jeu, c'est des petits budgets. Voilà, c'est simple à mettre en place. Les gens en GT4, tu parles de voitures qui va à 250 000 € hors taxe, ou un volant à l'année, ça coûte 150 000 €. Donc des clients, t'en trouves pas beaucoup. C'est compliqué à mettre en place, surtout quand c'est une écurie qui débarque, pour avoir la confiance de gens qui ont donné autant d'argent, c'est compliqué. Donc voilà, l'ambition était haute, mais elle était assumée, et en fait on avait plusieurs voitures qui roulaient. On a gagné des voitures dans la catégorie en âme sur le championnat français. Sauf que réellement, je pense que il y a plein de choses qui sont pas alignées, c'est-à-dire que mes associés n'avaient pas forcément la capacité financière pour réellement assurer tous les coûts inhérents en sport auto qui sont très nombreux. Le risque qui est très très fort, et notamment le coût impayé qu'on a eu. Donc des pilotes qui disent qu'ils te payent pas. Donc on l'a eu. Mais forcément, sur une entreprise naissante, sur la première année, un pilote qui paye pas, alors que tu fais déjà des sacrifices pour être présent, et que t'es déjà avec crack, voilà, ça va pas louper, voilà. Et surtout qu'en plus, sportivement, cette fameuse BOP dont je te parlais à l'époque était pas favorable pour notre voiture. Et voilà, donc en fait, si tu veux, sportivement, ça se passait pas comme ça aurait dû se passer, ça aurait pu se passer. Et on avait financièrement, on n'avait pas les reins et les pilotes qui payaient pas. Donc en fait, ça mit fin rapidement au projet, et ce qui fait que quelque chose qui aurait pu perdurer s'est arrêté brutalement et rapidement. Du coup, a posteriori, là, tu ne le referais plus.
je le referai pas, sauf encore une fois, avoir des garanties. J'ai aucun regret sur ça, hein, et c'est que à l'époque, j'ai eu l'opportunité, ça m'a fait rouler, ça m'a fait une nouvelle expérience entrepreneuriale. Dans ma vie, genre, je peux dire que j'ai créé une équipe de course, tu vois. Avec ma communication, on est devenu l'équipe la plus suivie devant toutes les équipes qui sont là depuis 10 ans, etc. On avait vraiment fait une grosse émulation. Quoi qu'il arrive, c'est une expérience. Et quoi qu'il arrive dans ta vie, bah, tu peux pas connaître que des succès. Donc les échecs, ça fait partie de ton process pour justement progresser, adapter, etc. Donc je suis très content d'avoir fait, j'ai aucun regret d'avoir fait. Maintenant, à refaire, pourquoi pas. En fait, encore une fois, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas un business model qui est hyper intéressant sur le papier. Après, si tu fais avec des personnes qui ont l'habitude, dont c'est le métier, et voilà, si demain j'ai une proposition en me disant, Romain, on aimerait s'associer avec toi parce qu'on sait qu'avec toi, on va avoir un regard sportif, un regard en termes de communication, et nous, on a le financier pour suivre. Pourquoi pas, tu vois, le projet, c'est tu dis. Après, c'est pour recréer un truc ex nihilo, s'il n'y a pas de garantie derrière, voilà, Tant qu'il y a de financiers qui suivent, de toute manière. bah, Sport Auto, encore une fois, quoi que arrive, quel que soit le chemin que tu prends, tu reviens forcément au financier. Tu as aussi décidé de créer ta chaîne YouTube. Donc, le but premier, c'était de vulgariser le sport auto. Les gens, ils sont vite accrochés à ça. Non, en fait, moi, je suis arrivé au départ, je pensais que mon concept était révolutionnaire, ce qui, encore une fois, c'est très prétentieux, c'est une interview, mais c'est factuel, et j'étais le précurseur là-dedans. Donc, en fait, je me dis, il faut arriver avec un concept, je vais lui montrer le sport auto d'intérieur comme on l'a jamais raconté. Donc, à l'époque, t'as pas de Drive to Survive, t'as aucun pilote avec lequel sur YouTube, ça n'existe pas. Donc, en fait, je me dis, je vais créer ce truc-là, et en fait, bah, voir les insides d'un sport qui est un sport inaccessible, ça va forcément intéresser les gens. Tu vois, je suis arrivé avec ce truc-là, la première vidéo, elle a pété. C'est-à-dire que la vidéo, elle pète pas du tout. Et donc, moi, c'était plutôt dans la durée. Même moi, je me cherchais en termes de création de contenu, qu'est-ce que je peux faire comme format qui fonctionne bien. Finalement, le format qui a bien fonctionné, que j'ai appelé rétrospectivement MSA pour Mission Sport Automobile, ben, c'est vraiment, inside view, je prends ma caméra, et pendant mon week-end de course, voilà, j'explique tout ce qui se passe. Ah, bah là, on met tel pneu parce que, c'est stratégiquement, c'est ça. Ah, bah là, il y a tel pilote dans telle voiture, du coup, voilà, j'explique vraiment le sport de l'intérieur. Parce qu'en fait, le sport auto, quand tu regardes à la télé, quand tu regardes un Grand Prix de F1, maintenant, c'est très simple à faire comprendre pour les gens. T'as ce qui se passe quand tu vois les voitures rouler sur ton Grand Prix de F1. Et après, t'as Drive to Survive. Donc, tous les coulisses, tu vois, tout le politique, le sportif, etc. Tout ce que tu ne vois pas. Les enjeux qu'il y a, etc. Donc, en fait, à l'époque, encore une fois, j'étais le précurseur et le premier à faire ça. Et finalement, c'est ce format-là qui a bien fonctionné. Et donc, en vrai, je suis parti de ce format-là. Et puis après, j'ai ouvert pour faire, parce que ça reste un format quand même très niche, surtout sur des catégories comme le GT, que les gens, voilà, la F1 aujourd'hui, maintenant, ça s'est vachement démocratisé. Tout le monde connaît la F1. À l'époque, déjà que tout le monde connaissait, mais encore plus maintenant. Autant le GT, quand tu parles de GT4 ou de GT3, avant de connaître le sport auto, tu sais pas trop ce que c'est, quoi. Tu dis, ouais, bah, c'est ce qui fait le 4 heures du Mans. Ah, oui, ok, tu vois, c'est comme ça que tu raccroches un peu les wagons. Donc voilà, j'ai commencé avec MSA, puis après, j'ai vite ouvert à faire des collabs. Agfa m'a aidé. À l'époque, ça, il fait l'adaptation de voitures. Donc à l'époque, j'avais un autre problème, j'étais passé chez lui, présenter ma voiture, on avait parlé de moi, que j'étais pilote, du coup ça m'a fait un peu des coups de boost sur la chaîne, et ça c'est très chouette à lui, donc merci Axel pour ça. Donc j'ai eu un peu de projecteurs comme ça, et puis après je me suis dit, je vais faire des collabs, donc en fait j'ai invité aussi des célébrités, des influenceurs sur ma chaîne pour découvrir le sport auto, les mettre au volant, et ça m'a aidé à démocratiser un petit peu la chaîne et toucher un public qui est pas forcément 100% passionné par le GT de base. C'était difficile au début de créer tes propres contenus, de te balader un peu avec une caméra. Et puis au début, je suis pas sûre que tu avais une équipe dès la première vidéo. Non, et puis surtout les MSA, de toute façon, je continue de faire sans équipe. C'est toujours voilà, l'ADN de ce format-là, c'est moi avec ma caméra. Ou dès que j'ai un truc à raconter, je déclenche la caméra et je raconte ce que j'ai à dire. Donc oui, à l'époque, très bizarre. Alors déjà très bizarre parce que moi je me lançais, donc forcément de parler devant une caméra tout seul, si on l'a jamais fait. C'est un truc qui est incroyablement dur. Maintenant, je pense que les gens, t'as déjà fait un selfie, t'envoies, etc., t'as un peu plus d'habitude. Mais à l'époque, de te prendre une caméra, moi, j'ai ma GoPro sur la ventouse et je me filme et je me balade dans les paddocks comme ça. À l'époque, ça n'existe pas. Il y a personne qui fait ça. Donc, tous les pilotes, il fait quoi lui, tu vois? Les moqueries que tu peux avoir, quand t'es précurseur, de toute façon, à un moment donné, t'as forcément des gens qui critiquent. Après, ce qui est rigolo, c'est de voir que, 6 ans plus tard,
Carlos Sainz il a sa chaîne YouTube, Charles Leclerc a sa chaîne YouTube, Esteban Ocon il vient lancer sa chaîne, et que tous les mecs qui ont pu me critiquer à l'époque, qui avaient l'air navis, etc., eux-mêmes ils ont lancé leur truc et ils communiquent comme ça. Donc ils ont tous compris que maintenant il fallait communiquer, que c'était un levier pour trouver des partenaires, c'était la communication, que c'était essentiel, tu vois. Donc, De toute façon, ceux qui commencent, ils sont toujours pointés du doigt. mais ouais, mais ça, de toute façon, j'ai appris à vivre avec, et j'ai aucun problème. De toute façon, moi, dans ma vie, je te dis, t'as des succès, t'as des échecs, c'est pas grave, tu tentes. Ton regret, quand tu parlais de regret, ton regret, il vient d'un truc que t'as pas tenté. En fait, t'as pas de regret à partir du moment où tu l'as tenté, même si c'est un échec, bah, t'as pas de regret, tu l'as tenté. Donc, tu peux te dire, bah, j'aurais pu faire différemment. Mais par contre, t'as pas de regret parce que ça y est, tu l'as fait, tu l'as tenté. C'est fait. Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu peux pas dire au grand public? Ah ouais, ça, malheureusement, oui, bon, Il y en a quand même. ouais, j'ai réfléchi à des choses en même temps. Ouais, je vais toujours dire un jour, je ferai un livre, je sais plus jamais. Mais tu sais, avec toutes tes anecdotes de trucs improbables, tu vois, passer de la doc, un truc pas politiquement correct que tu vois, que t'entends, et ce qui est fou, c'est que je me dis, moi, à mon niveau, dans le GT, où il y a quand même des enjeux financiers, c'est ça. Mais alors, en F1, je me dis, là où je pense que le politique et les enjeux de sponsoring, de place, bah, les enjeux sont 100 fois supérieurs à ce que nous, on a un GT. Voilà, je me dis, c'est un truc de malade. En fait, quand je le vois à un autre niveau, dans la catégorie, je me dis, c'est un truc de fou. Tu penses que le sport automobile, il devrait être plus accessible à plus de gens, ou de toutes les manières, il n'y a aucun moyen de le rendre plus accessible? Alors il y a des moyens, sauf que aujourd'hui en fait les moyens on nous les a enlevés. C'est-à-dire que ça c'est un long débat, et c'est même pas à moi de le faire ce débat. Est-ce que à l'époque les pilotes qui faisaient carrière, ils n'avaient pas forcément d'argent réellement à la base. Quand tu interviews un Seb Loeb, un Jean Ragnotti comme il peut faire sur la chaîne, j'ai envie de te dire, le gars était agriculteur, il pouvait se retrouver pilote et faire une belle carrière, tu vois. Aujourd'hui, un agriculteur, il y a peu de chances de se retrouver en tête des 24 de Spa. Mais parce qu'à l'époque, t'avais aussi des soutiens, des constructeurs qui mettaient d'argent, t'avais des détections, t'avais les pétroliers, Elf, le volant Elf, etc. Tout le tabac, le monde du tabac, enfin, t'avais l'alcool. Donc, en fait, tous les trucs qui étaient hyper masculins dans un univers hyper masculin, bah, eux, ils mettaient grave dessous. À partir du moment où t'as tous ces sponsors historiques qui ont plus le droit de communiquer, bah, forcément, ça fait que, bah, en fait, le sport auto a connu un changement qui est majeur, où avant, bah, les sponsors, c'était des gens qui donnaient de l'argent pour que les pilotes roulent et représentaient leur marque. Aujourd'hui, les sponsors, c'est eux-mêmes qui se financent pour rouler dans les voitures. Donc en fait, t'as plus le sponsor réel qui te donne de l'argent, qui croit en toi pour rouler, pour représenter sa marque. Il existe quasiment plus aujourd'hui en sport auto. Après, maintenant, on commence à rentrer aussi dans une nouvelle ère, comme je vous disais, où vu que avec Drive to Survive, la F1 est en train de vachement se démocratiser, même auprès d'un public féminin, etc. Donc ça ouvre des nouvelles portes en termes de marketing. Le sport auto est plus aussi diabolisé qu'avant. Là, je le vois même à la télé, je vois des pubs pour Givenchy, avec Pierre Gasly, volant de voitures de course, pour Rochas, des parfums Rochas avec des filles volant d'une... Il y a encore quelques années, on n'aurait pas pu faire, parce qu'en fait, ce sport auto, c'était associé à la pollution, à l'univers ultra masculin, etc. Et maintenant, c'est à la mode. Donc en fait, ça ouvre aussi des opportunités. Et puis après, il y a autre chose en termes d'opportunités, c'est le sim racing. Aujourd'hui, le sim racing, t'as des passerelles qui sont faites, qui n'existaient pas avant. Et maintenant, voilà, t'as des vrais liens qui n'existaient pas avant. Il y avait la GT Academy qui l'a fait à l'époque et qui a lancé vraiment ça. Donc, t'as encore quelques opportunités, mais elles sont rares. C'est vrai qu'il y a quand même... je parle de mode, mais c'est vrai que le sport auto, surtout la F1 devient un peu plus une mode. Tu trouves ça pas bien, pas bien? Ah, moi, je suis content. C'est-à-dire que forcément, t'as un public qui connaît pas grand-chose au sport auto, mais je peux pas en vouloir parce que finalement, ça donne juste de la visibilité à mon sport. Donc en fait, plus le sport auto se porte bien, bah plus de toute façon, ça ouvre d'opportunités dans le milieu. Donc je te dis, il y a quelques années, quand je trouvais des partenaires, je me confrontais à ouais, mais en tant que village, c'est compliqué. Bah là, en fait, déjà, c'est potentiellement un contre-argument qui s'est pas enlevé parce qu'il y a certaines marques, si tu n'as pas fait un partenariat avec Bio, c'est bon. A priori, ils font pas de partenariat en sport auto. Et par contre, tu as beaucoup de marques qui avant ne voulaient pas entendre parler du sport auto par rapport à certaines externalités qu'il faut y avoir, qui aujourd'hui, bah, vu que c'est à la mode, bah, on s'engouffre, tu vois.
c'est là où c'est un peu le deux mots discours un peu hypocrite, mais tant que c'est à la mode, nous, c'est Hyper Pro Sport. C'est toujours bien, effectivement. Et quel serait ton goal ultime de contenu à produire sur ta chaîne? Alors, Sans forcément parler de budget. non, mais hier, c'est rigolo parce que hier, j'avais un autre podcast avec un partenaire à moi, et qui m'a posé la question justement, est-ce que t'es heureux et qu'est-ce qui te comblerait à 100%? Et en fait, la réflexion, c'est que, encore une fois, soit tu vois le verre à moitié vide, soit à moitié plein. Et dans ma vie, quand j'étais petit, si on m'avait dit à 34 ans, t'aurais roulé de la Ferrari sur des routes fermées en Savoie avec une production de malade, t'aurais roulé une DTM, une vraie DTM, pas une fausse, une vraie DTM, là je vais rouler une 3.5, les catégories qui vont faire rêver en étant petit, une voiture de 500 chevaux, 600 kilos, etc. Enfin voilà, j'ai coché 1 milliard de trucs, le All-Star Kart, c'était le Grand Prix Explorer avant l'heure enfin voilà, j'ai réalisé des choses. Et jamais dans ma vie, je me suis dit, je vais réaliser, je me suis fait des souvenirs de vie énormes, si tu veux. Donc finalement, mais pour autant, je suis toujours dans l'après. Alors une fois que la réalisation s'est faite, je suis toujours dans le move d'après. Et finalement, je suis toujours insatisfait, parce que je me dis toujours, il y a mieux, il y a plus à faire, etc. Dans les projets qui me tentent réellement, déjà moi, alors, il y a une caisse qui va toujours faire rêver, c'est la Carrera GT. Donc c'est rigolo parce que j'ai roulé beaucoup de caisses de fou. Je dis la Ferrari, Pagani Huayra, Roadster BC, la nouvelle Countach, et Lamborghini SN16 CV12, vraiment de fou. La Carrera GT qui est pas la voiture la plus rare finalement, parce qu'il y a eu 1200 exemplaires. J'ai jamais roulé. Donc j'ai jamais eu l'opportunité de rouler encore ces voitures. Donc ça j'aimerais bien faire un format avec cette voiture-là. Et après sur la partie sport auto, pour le coup mon Graal ce serait de rouler une F1. Donc c'est mon objectif que je me suis mis avec mon format objectif F1. Donc là j'ai fait F4, F3. Prochaine étape, Formule 3.5 au Grand Prix historique où vous serez, comme ça. Donc vous le verrez en live. J'espère que tout va bien se passer parce qu'on voit que sur les voitures il peut toujours passer des choses. Donc Formule 3.5 qui était en fait à l'époque la formule concurrente du GP2. Donc c'était la formule qui aujourd'hui est la F2. Donc en fait t'avais la F2 avec le GP2 et la 3.5. Donc c'était les catégories d'accession à la F1. Donc c'est le dernier step avant la F1. Donc une fois que j'ai fait ça, l'idée après c'est de dire voilà maintenant je concrétise et je prends le vent d'une F1. Et je veux pas le faire dans des conditions en disant voilà t'as 3 tours avec une F1 bridée et tout. Je veux vraiment, c'est pour ça que je me suis mis l'objectif et de montrer toute la pyramide de la monoplace, c'est d'être arrivé à un minimum formé. Et je me dis si t'as pas beaucoup de temps, imaginons t'as 5 tours ou 10 tours, au moins que je sache à peu près pousser une F1, parce que ça me frustrerait de conduire une F1 et de rouler moins vite avec une F1 qu'avec une F4. J'ai pas envie de pas réussir à mettre les freins en température, j'ai pas envie de pas réussir à mettre les pneus en température. J'ai envie d'avoir de la vitesse dans la courbe de signe qui, je sais, passe à fond. Donc voilà, j'aimerais réaliser tout ça, tu vois. Avant de continuer sur YouTube, j'aimerais juste faire une toute petite parenthèse sur le pilotage toujours. Est-ce que tu trouves que les académies, les détections jeunes pilotes des grands constructeurs, ça marche vraiment ou c'est toujours une question d'argent? Genre celui qui aura plus d'argent aura quand même le pied sur un pilote talentueux? Ça dépend les académies. Encore une fois, la meilleure pyramide pour l'instant, le constructeur qui a monté la meilleure pyramide, c'est Porsche. Pour le coup, Porsche, c'est 100% legit. C'est-à-dire que tu fais une détection qui a lieu en Porsche Carrera Cup. Donc tu fais la Cup. Tu peux être sélectionné en tant que pour être envoyé après sur une sélection parmi les meilleurs de chaque Cup. Voilà, c'est un pôle. Le meilleur il est sélectionné pour être junior, pour être pilote junior. Après, il est mis en Super Cup. Après, du coup, s'il fait bien, après, voilà, il y a vraiment un process où tu peux rentrer en tant que professionnel. Aujourd'hui, tu as des académies dans des marques par lesquelles je suis passé et d'autres où en fait c'est pipoté de fou. Et en fait, c'est un badge que t'as. On te dit tiens, t'es pilote machin, pilote machin académie, pilote junior programme, que sais-je. On te donne un label. Généralement, c'est un beau label à mettre sur ton bio Instagram. Tu te dis je suis machin junior académie, donc ça fait très bien sur Instagram. Mais en fait, derrière, il n'y a rien parce qu'en fait, tout est pipoté. C'est juste une façon de prendre de l'argent aux jeunes pilotes qu'on va leur promettre, voilà, si tu fais partie d'académie, dans 2 ans, tu seras professionnel, etc. Parce qu'en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Les choses sont pipotées à l'avant. En fait, le mec qui a gagné l'académie, finalement, le truc est décidé en début d'année parce que finalement, ce gars-là, il a déjà un pré-contrat. Parce qu'en fait, son pré-contrat, c'est de vendre des voitures pour la marque, de placer des pilotes.
Et voilà, donc en fait, même si t'es meilleur de l'académie, bah finalement tes performances, c'est pas ce qu'on va juger, c'est plutôt dire il y a l'autre commercial, le pilote commercial qui a déjà la place parce qu'il est pilote commercial. Donc voilà, ça dépend vraiment des académies. On a certaines qui sont bonnes comme Porsche, et puis on a d'autres que je citerai pas, où c'est vraiment bullshit, c'est juste un moyen de capter l'argent et la naïveté des jeunes pilotes et des parents qui ont envie de croire au système. Donc voilà, c'est un peu les aléas du sport auto, c'est comme ça. Et je pense que mon meilleur conseil que je peux te donner à un jeune pilote et à des parents qui sont dans le sport auto, c'est d'être bien entouré parce que tu peux vraiment très facilement te faire pigeonner dans ce cas-là. Est-ce que tu penses qu'il manque justement aux journalistes essayeurs le regard d'un pilote ou en soi dans les articles ils n'ont pas besoin d'être aussi précis que toi? Alors j'ai constaté deux choses. C'est que j'ai réalisé que il y a beaucoup de journalistes automobiles qui savent pas rouler. Donc en fait, finalement, quand t'entends, quand tu lis des articles où le mec t'explique qu'à la limite ta voiture elle se comporte comme ci, comme ça, mais qu'en fait il roule à 10 secondes des chronos, qu'est-ce que t'as réellement ressenti, tu vois? Par contre, généralement, effectivement, ils ont des belles plumes, donc c'est agréable à lire. Et après, j'ai aussi constaté que finalement, les journalistes qui étaient aussi bons pilotes, en fait, il y en a un pour moi, c'est la référence, c'est un peu la référence de tout le monde, c'est Chris Harris. Chris Harris, pour le coup, lui, a un très bon coup de volant. Donc, en fait, quand il parle d'un truc, tu sais qu'il a ressenti. Et voilà. Mais en fait, généralement, vu qu'en plus, lui, il a les exclusivités, j'ai constaté que l'an après, c'était souvent quand Chris Harris faisait un article ou faisait une vidéo, bah, finalement, tous les médias, bah, ils disaient, bon, on va pas se faire chier. Finalement, lui, il a foncé ça. Donc, finalement, c'est que ça doit être ça. Donc, finalement, il les réinterprète, voilà. Donc, par exemple, si Chris Harris, c'est n'importe quoi, il a essayé à nouvelle 900 GT3, et qu'il a dit que la voiture, elle faisait ci, elle faisait ça, bah, dans les trois quarts des journaux qui vont découler, c'est repris tel quel, c'est réécrit, mais voilà, bah, finalement la voiture elle fait ci, elle fait ça, tout le monde a la sensibilité de Chris Harris, alors qu'elle pas forcément. Quoi. Est-ce qu'il faudrait un pilote dans chaque rédaction? Il y a des très bons, mais après je fais pas toutes les rédactions. Et par exemple moi dans Motorsport Mag, par exemple le rédac chef le Nico Gourdel a un très bon coup de volant. Donc ça typiquement quand il dit qu'il a ressenti ça, il a ressenti, tu vois, il y a pas, mais forcément c'est beaucoup mieux. Et justement, moi quand j'étais petit, j'aimais beaucoup le côté justement très bien écrit dans les magazines. Moi ce que j'essaie d'apporter en tant que pilote, c'est que j'ai pas du tout, pour une fois je suis pas prétentieux, j'ai pas cette prétention de dire que j'écris particulièrement bien. Par contre, je sais ressentir les choses. Donc en fait l'idée c'est vraiment de donner en tant que pilote, de donner mon ressenti de pilote brut. Et de l'écrire comme ça, tu vois. Donc sans forcément enjoliver, avec des tournures de phrases, avec des métaphores, je ne sais quelle figure de style. Et du coup, juste être très brut dans ce que je dis, mais en fait, je me dis, bah finalement, moi, j'aimerais bien en tant qu'acteur, d'avoir l'avis d'un mec qui a vraiment exploité la voiture, juste pour savoir en termes bruts de ce que c'est bien, pas bien, comment ça se comporte. Ça arrive pendant des essais d'avoir deux ressentis complètement différents. Tu veux dire des gens de la réaction? Ouais, de pilotage où toi tu races une voiture, l'autre à côté il essaie et vous avez un ressenti radicalement différent. Ouais, bah après ça, quoi qu'il arrive, t'as quand même forcément une grosse part de subjectivité, qui plus est que t'as un feeling différent et puis t'as un niveau de pilotage différent, etc. Donc il y a plusieurs manières d'appréhender l'automobile. Tu peux trouver une voiture excellentissime parce qu'elle a un super train avant, une très bonne motricité, etc. Et puis tu peux trouver une voiture très cool parce que finalement elle est bien amortie, elle est plutôt confortable, etc. Donc chacun a des affinités différentes avec les voitures. Donc sur YouTube, t'as fait beaucoup d'essais de voitures, où t'as conduit des voitures quand même plus exceptionnelles les unes que les autres. Quel essai t'as le plus marqué? Ça serait la Ferrari? Pour l'instant, c'est la LAF. Parce que je m'attendais pas à ce que ce soit si bien et surtout encore une fois dans les circonstances dans lesquelles on a fait ça. C'est un énorme projet, un des plus gros projets sur la chaîne. La vidéo, c'est une des vidéos sur la chaîne où je sais très bien que dans 5 ans, si je suis plus sur YouTube, je la regarderai encore avec plaisir parce que c'est une réalisation, c'est un truc de fou. On avait la voiture pendant 2 jours pour nous sur des petites routes en Savoie, fermées, avec une réal de fou, avec des potes, la confiance du propriétaire. On avait une F12 TDF en voiture de service avec nous. En vrai, c'était un truc un peu débile et voilà, c'est vraiment un truc de fou et surtout qu'en plus tout le storytelling de ce machin-là,
Pour que ça se fasse, bah, ça a été très, très compliqué à faire. Les 2 voitures à plusieurs millions sont arrivées sur une pluie battante. On s'est dit, jamais de notre vie, ça va tourner demain, le lendemain matin. Ils essayent, pas une goutte de pluie, on pouvait faire un truc. Donc vraiment, là, pareil, alignement des planètes sur ce truc-là, énormément de travail en amont, beaucoup de responsabilités. Parce que j'étais responsable s'il se passait quoi que ce soit avec la voiture. On parle d'une voiture qui à l'époque valait 3 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est une voiture qui vaut 4 millions 5 millions d'euros. Une franchise sur la voiture à 50 000 euros. Le propriétaire qui me dit juste avant, Romain, on est bien d'accord qu'en cas de problème, c'est toi qui es responsable. Ouais. Ou, tu vois, c'est moi qui suis responsable. En même temps, si je suis pas responsable, bah, le truc ne se fait pas. Tu vois, donc voilà. Donc ça, c'est un peu les off de ce genre de projet. Donc, et oui, du coup, pour répondre à tes questions, la LAF, c'est déjà il y a toute l'atmosphère, l'ambiance dans laquelle ça s'est fait, et puis le côté j'attendais pas à ce que ce soit bien. Et comme donc en fait, jusqu'à la sortie de la Ferrari, j'ai pas trouvé spécialement belle la voiture. Vu que c'était hybride, je me suis pas forcément intéressé à la voiture. Mais en fait, la voiture c'est canon quoi, c'est une top voiture, c'est génial. J'ai roulé ça dans la vie, j'en suis très content. J'aimerais bien avoir l'occasion de rouler potentiellement sur le circuit. Etc. Mais je peux mettre pied dedans, là-dedans, c'était des sensations de fou, un V12 qui hurle, un enclos finir, la coque carbone, les gravillons qui résonnaient dans la coque, le pédal box qui se gère comme donc le pédalier qui se gère comme une voiture de course où c'est, ton siège ne bouge pas dans la voiture, c'est le pédalier qui avance et qui se recule pour adapter à la position de pilotage. En vrai, il y a plein de choses qui font que la Ferrari, c'était vraiment des sensations de fou et les Italiens savent très très bien faire des voitures hyper sensationnel. Donc c'est très chouette. Après en voiture de course, j'étais très content de rouler la DTM parce que c'est une voiture qui a 5-6 exemplaires dans le monde. C'est une vraie DTM, la dernière avec Mercedes DTM, le vrai Mercedes DTM, ça s'appelait GT3. Et voilà, en classe 1, des plus grosses voitures, des prototypes, etc. En tant qu'enfant, pareil, j'ai rêvé sur ces voitures-là, donc prendre le volant de ça, c'était cool. Après, je suis vraiment très très peu de tours, donc pas l'occasion de vraiment envoyé avec comme j'aurais voulu. Très bonne expérience avec en monoplace, que j'ai pas fait de monoplace et YouTube m'a permis de découvrir la monoplace. Donc avec la F3R, donc qui roule en Freca. Et là j'ai hâte de faire la 3.5. La 3.5, je pense vraiment que ça va être un truc de fou. Et sur la Ferrari, est-ce que tu aimerais essayer les 918 Spider, la P1, c'est des voitures qui sont souvent mises ensemble? Ouais. Ça c'est alors moi j'ai un peu une checklist de voitures que j'aimerais absolument faire. Car GT. Pagani, je suis très content d'avoir fait un roster BC, mais j'aurais voulu faire, ça fait caprice de riche, mais le Zonda. En fait, moi, j'adore le moteur atmosphérique et du coup, le Zonda, pour moi, c'est un très bel objet et j'aimerais vraiment beaucoup rouler ça. Ça fait un son de malade. Maserati, M612. J'ai phasé sur cette voiture plus qu'une Ferrari Enzo, alors que c'est les cousines, c'est une voiture, mais la Maserati, je la trouve une ligne incroyable. Avec un look de fou, une exclusivité encore plus incroyable, alors que je pense que je vais être déçu. Parce que je pense que la boîte robotisée, ça m'a vieilli. Je pense que c'est un gros truc. Je pense qu'en termes de dynamisme, n'importe quelle Ferrari du 96 aujourd'hui la renvoie, je pense, dans ses cordes, n'importe quelle MC12. Mais voilà, l'objet me fait intensément rêver. C'est une question que j'avais qui me fait un peu plus loin, mais justement la MC12, tu penses que c'est tu vois, la MC12, la CLK GTR, c'est des voitures qui sont difficiles, tu penses à conduire? Bah oui, alors je pense qu'une CLK GTR, en plus que tout, parce que c'est une voiture qui a rien à faire sur la route. Bah, typiquement, voilà, ça fait aussi parmi ma liste d'unicorne que j'aimerais rouler un jour dans ma vie, une CLK GTR, mais par contre, une CLK GTR, ça n'a rien à faire sur la route. C'est-à-dire que la boîte, tu vois bien, la boîte de vitesse, et quand tu les vois rouler, tu sens que c'est nul. C'est pas une boîte pour rouler sur la route avec. Mais après, l'objet est tellement fou de te dire que t'as un proto du monde qui est posé sur la route, c'est fou. La MC12, je pense que c'est plus facilement apprenable parce que c'est pas fait comme une voiture de compétition à la base. Ça reste un modèle routier, donc c'est différent. Ah, parce que la CLK GTR, faudra finalement la pousser en fait sur un circuit et rouler en première, deuxième pour tourner bien. Ouais, et je pense, alors, j'ai pas roulé la voiture, donc je sais pas vraiment comment ça se comporte, mais vu qu'en plus ils l'ont forcément dégradé par rapport au modèle de compétition pour en faire un modèle routier, bah, je pense qu'in fine, elle doit être ni bonne sur la route, ni bonne sur le circuit. Mais en même temps, j'ai jamais roulé. Donc, si je roule un jour dans ma vie, je te dirais comment c'est. De toutes les manières, pour tous les concepts, les essais, etc., l'organisation aussi est super compliquée. Bon, là, la Ferrari, ça pouvait super bien passer, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, une de tes dernières vidéos avec Kadjar, c'était super compliqué d'organisation, non? Ouais, mais même la LAF, parce que tout avait été bien huilé sur le coup, le jonchier, etc., mais après tout l'amont a été un véritable enfer.
À la base, on devait tourner avec une Ferrari 288 GTO. Donc, pas avec une Ferrari. Donc, une 288 GTO, 272 exemplaires dans le monde. La voiture avait 9000 km d'origine, deuxième main française, origine Pozzi. Et là, en fait, c'était un enfer parce que la voiture, elle n'avait pas été révisée. Donc, il fallait la mettre en route. Elle avait ses pneus d'origine, donc les voitures des années 80. Donc, il fallait changer les 4 pneus. Vu que la voiture avait moins de 10 000 km, il fallait transporter la voiture, elle est basée en région parisienne, il fallait la transporter des régions parisiennes jusqu'au lieu de tournage en Savoie en transport privé. Il fallait faire assurer. Donc faire assurer une auto de 3 millions d'euros dans un transport privé, c'est quasiment inassurable. On nous demandait les 40 000 euros d'assurance. Enfin, les gens se rendent pas compte, mais pour 15 minutes de vidéos consommées, en fait, c'est des mois de préparation à gérer ce genre de problématiques qui parfois ne se résolvent pas. Et à 280 GTO, justement, on a eu le coup de fil de l'assureur de semaine avant qui nous dit, bah finalement, ce sera sans nous. Donc en fait, le projet tombe à l'eau. Et j'ai eu de la chance d'arriver parce qu'en fait, moi, tout était géré. On avait fait privatiser les routes, on avait les accords des bleds dans lesquels on tournait pour faire fermer les routes, on avait toute la prod qui était là, qui était actée, tout était fait, donc c'était hors de question de renoncer au projet. Donc en fait, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a dit on fait avec la Ferrari, la voiture est venue par la route, il est venu par la route avec tous les trompes d'eau, on n'avait pas de limite de roulage, donc la voiture était assurée déjà, donc en fait ça a vachement simplifié le truc. Et c'est un format qui a pris 6 ou 7 mois à monter. On a été faire des repérages avant avec une voiture, avec une GT3 pour vérifier qu'en termes de garde au sol, les roues sur lesquelles on allait passer, que ce soit pas trop bas pour pas que ça froisse. Normalement, il y a plein de trucs comme ça, mais on a fait un making of, donc c'est intéressant d'aller voir le making of pour justement voir un petit peu les problématiques liées à ça. Et sur la partie avec Isaac Adjar, oui, c'était pareil dans ce genre de format c'est un peu la problématique de ma chaîne, c'est qu'en fait, vu que je suis très ambitieux, je me suis toujours lancé des projets qui sont, très compliqué à tenir et là de réaliser un format avec un pilote de F1 qui vient d'annoncer qui était pilote de F1 à la veille de tous les premiers essais, etc. Sur le papier, ça n'existe pas pour une chaîne de ma taille, tu vois, ça n'existe pas quoi. Donc en fait on a fait ça, sauf qu'à la base on devait faire avec une voiture, parce qu'en fait, moi, j'avais demandé à Isaac en direct, il était chaud pour le faire. Donc, c'est là, on avait de la chance. En fait, ça a permis d'outrepasser Red Bull. C'est normalement le process logique que tu demandes à Red Bull, qui est management aujourd'hui d'Isaac, qui fait la demande à Isaac. Et après, d'ailleurs, vraiment, dans 95% des cas, Red Bull te met un stop d'entrée en disant, non, c'est pas prévu, Isaac est débordé, il sera là, où il y a des médias qui sont, voilà, normalement, ils te mettent un stop chose direct, surtout si tu les connais pas. Bon, la chance, c'est que c'était passé par Isaac en direct. Donc là, pour lui, c'est lui qui l'a imposé à Red Bull pour le faire. Et après, je lui ai demandé avec quelle voiture tu veux le faire, parce qu'en fait, l'idée, c'était d'avoir un podcast. Et après, en fait, de rouler avec la voiture pour me différencier des autres podcasts, de dire, je suis pilote, j'en étais un pilote. L'idée, c'est qu'on allait rouler après avec la voiture. Je lui dis, est-ce qu'il y a une voiture de rêve? Il me dit, la Porsche GT2 RS. Moi, c'est la voiture qui me fait rêver. Du coup, au départ, je vais en tête de trouver une Porsche GT2 RS. Finalement, ça c'est dans le laps de temps à partir, on avait 2 semaines pour organiser des trucs, il n'y avait pas de voiture. On trouve un deal avec une MG GT Black Series, belle voiture, concurrent de GT2 RS, 700 chevaux. Sauf que évidemment, après t'as Isaac qui me met en contact avec Red Bull. Non, Isaac roule dans une Mercedes, jamais d'avis, tu vois. Ils disent c'est Ford ou Honda, sinon c'est rien d'autre. Tu vois, Ford Honda, qu'est-ce qu'on va faire avec une Ford ou Honda? Donc, en fait, tu réfléchis à un concept. Du coup, l'idée, c'était d'avoir un Civic Type R sur la partie circuit bitume, qui est d'avoir un Mach-E Rally sur la partie Rallycross, etc. Donc finalement, c'est hyper bien de goupiller, parce que les voitures correspondaient bien à ce qu'on pouvait faire. On a trouvé le lien logique, mais encore une fois, très complexe à réfléchir, et surtout dans un laps de temps qui est très très court. Donc, équipe de prod, dispo d'Isaac, ma dispo, le circuit, les voitures, tout condensé sur 2 semaines de temps. Donc autant te dire, c'est 2 semaines où je passais non-stop au téléphone pour organiser le truc. Et à 3 jours du tournage, Isaac qui m'envoie un message, je suis désolé mec, je vais partir en urgence au Qatar. Impossible pour faire le truc. Et là, t'as tout ton anglais qui tombe à l'eau. Donc là, je te dis, ouais, ok, j'ai mis 2 semaines de ma vie à me dédier qu'à ça pour créer ce truc-là. Et finalement, il y a tout qui tombe à l'eau. Donc voilà. Et puis après, ce qui est très chouette, c'est qu'Isaac, c'est quelqu'un de parole. Il m'a dit, t'inquiète pas, on le refera. Et effectivement, plus tard, un mois après, je pense, on s'est reparlé, et puis on a remis en place. Et donc ça. Finalement, ça s'est fait. Et typiquement, voilà, c'est un projet qui aurait pu ne jamais se faire, qui a été enclenché, qui aurait pu jamais se faire, et qui est complexe à mettre en place. Après, quand ça sort, t'es très content quand ça sort.
Et je pense que c'est important de le dire, en fait, pour les gens, de dire, bah voilà, c'est de l'organisation. Et puis, il y a des fois où, par exemple, il y a pas longtemps, tu as essayé donc un 63 DTM. Donc là, pour le coup, je pense que l'organisation pareil, c'était VK. Mais en plus, sur le coup, ça s'est pas exactement passé comme tu voulais. Putain, une tempête, etc. Ouais, c'était alors déjà on a eu la tempête, la dépréciation Kirk, comme c'était appelé. Donc voilà, c'est pareil, un truc que tu nourris des mois à l'avance, parce qu'en fait pour faire rouler ce genre de voiture, t'as pas un meilleur occasion. Normalement, c'est des voitures qui sont dans des musées. Donc une vraie DTM, ça a une valeur comme ça de plus d'1 500 000 euros. C'est des voitures qui roulent plus, elles sont plus, elles s'affichent de rouler en 2018. Donc elles sont plus en compétition. Ouais. Personne pourrait le faire rouler ces voitures. Et là, du coup, moi je connaissais le propriétaire c'est un des rares propriétaires qui a une voiture à lui qui a fait rouler. Donc déjà c'est un truc de fou et qui accepte de prêter la voiture. Donc déjà, un truc de malade. Et après, effectivement, il faut trouver l'occasion pour le faire. Donc le circuit sur lequel rouler, l'organisation, que l'équipe soit là, enfin bref, tous les et ces circonstances habituelles sur la chaîne qui font que tout projet est très complexe à mettre en place. Et du coup, tout s'aligne, et sauf qu'en fait, la météo, c'est-à-dire que la veille d'aller à Manicourt, enfin le jour d'aller à Manicourt, parce qu'on roulait, je sais plus quel jour c'était, mais du coup la veille quand je fais la route pour aller à Manicourt, dépréciation Kirk, donc la tempête sur tout le pays, où t'as les arbres qui tombent, il y a Sado, je fais la route Paris-Manicourt, où il y a Sado sur la route, je me dis jamais de la vie la voiture elle roule demain, sachant qu'en plus la voiture elle venait d'être déverminée, c'est-à-dire qu'en fait elle avait fait un seul roulage, donc on disait bah, elle a roulé 2 fois, ça s'est à peu près bien passé, on n'a pas de pièces de rechange, on espère qu'il se passera rien, donc tu fais ça, tu sais très bien qu'il y a un gros risque, finalement le lendemain ça roule pas parce qu'il y a trop d'eau, et qu'après on te dit potentiellement la voiture elle peut ne pas rouler parce qu'on n'a pas de pièces de rechange, donc s'il se passe quoi que ce soit la voiture elle roule pas. Donc voilà, t'arrives sur place. Finalement, pareil, béni des dieux, il fait sec plus ou moins, donc la voiture peut rouler. On esquive un peu la dépréciation. Et là, du coup, le propriétaire, il prend la voiture, il fait quelques tours avec la voiture pour la chauffer, machin. Il me dit, je vais chauffer les pneus, c'est des freins céramiques et tout. Donc il fait le truc. Il me rend la voiture. Il me brief, bah Romain, ça se comporte comme si, là c'est un peu de nuit, fais gaffe, machin, etc. Vas-y, amuse-toi. Donc j'y vais, et avant de partir, t'as l'ingénieur qui me dit, qui reçoit un message dans sa radio ou en direct, je sais pas, et qui me dit, non, Romain, non, donc là, c'est pareil, hein, t'es des boîtes de préparation, t'es là, t'es le moment où tu vas rouler sur la piste, t'as le feu vert, t'as le cadreur qui est là, t'as installé toutes tes caméras, tu vas pour rouler, toi t'es harnaché, t'es équipé, t'es là, t'es prêt à partir, et t'as un ingénieur qui fait, non, comment ça part pas? Comment ça part pas? Je suis là, il y a une piste, je monte la voiture elle tourne, ça part, c'est même pas négociable, tu vois, ça. Non, ça part pas, parce qu'en fait, on s'est fait virer du circuit à cause du bruit de la voiture. Donc en fait, le circuit, parce que c'est pas la faute du circuit, c'est qu'en fait, eux, ils ont des sonomètres, maintenant c'est le cas sur les circuits, parce que tu dois pas dépasser un nombre de décibels par rapport au voisinage. Donc voilà. Donc en fait, eux, ils ont des sonomètres qui sont reliés à la préfecture. Donc quand les voitures roulent, ça fait du bruit. Et si jamais le décibel soit trop élevé, ça sonne. La préfecture peut dire au circuit, bah non, vous arrêtez tout, et sous menace d'arrêter complètement ce qui est en train de se passer sur le circuit, quoi. Donc le risque pour le circuit, c'était de devoir arrêter la compétition. Et en tout cas, moi, le risque, c'était de dire, voilà, j'avais mes cadreurs qui est danger qui était évidemment rémunéré. On a fait toute organisation, on a tout mis en point pour que ça se fasse, et juste de pas pouvoir le faire. Donc finalement, on arrive à négocier. Je fais un demi-tour. Au bout d'un demi-tour, j'ai directement drapeau rouge en mode, bah, faut que tu rentres, trop de bruit, mais impossible. Du coup, on a fait 2 tours, pas un, 2 tours même pas. On a fait, je fais un demi-tour et après je vois le drapeau rouge. Je suis en piste. Et le drapeau rouge, on verra un tour d'après, ils vont pas venir me chercher sur la piste. Mais j'ai vu gratter un tour, je vais faire genre j'ai pas vu, j'ai fait un tour de plus et je suis rentré. Donc j'ai fait aller un vrai tour avec la voiture. Je suis passé une fois devant la ligne d'arrivée en tout cas. Et je suis rentré. Voilà. Donc voilà, c'est typiquement c'est les genres d'aléas que t'as avec ce genre de voiture. Et c'est pas la première fois que tu roulais une DTM, parce que t'as aussi essayé une 190 DTM Ouais. sur le circuit d'un milliardaire. Ouais. J'allais dire, t'as préféré laquelle, mais en même temps t'as à peine pu la rouler. Ouais, alors la DTM que j'avais roulée à 190, du coup la vieille, c'était pas une vraie, c'était une réplique, donc qui a été faite qui est très bien faite par un team qui s'appelle SH Karting, donc très bien construite, mais qui avait pas les spécificités vraiment d'une DTM de l'époque, mais qui était très fun à rouler, sous-autorisé, ça manquait un peu de watts, mais très saine, etc., c'était très chouette. Et le circuit, c'était sur le circuit de Mont-Tremblant qui appartient au père de Lindström, donc qui est propriétaire d'Aston Martin en F1 et d'Almar Aston Martin. Donc oui, c'est très compliqué à comparer. Je pense que j'aurais préféré la DTM de 2018 si j'avais vraiment pu être à l'aise et pouvoir envoyer comme je voulais envoyer.
Voilà, après je me suis aussi régalé avec la 190 DTN, mais la 190 DTN, on devait avoir 170 chevaux, tandis que dans la plus récente, on devait y avoir 500 chevaux. Voilà, donc C'est incomparable. c'est pas vraiment comparable. T'as également fait un pré-GP Explorer avec ton projet All-Star Kart. Est-ce que t'as été surpris du niveau de certains guests qui n'étaient pas du tout de l'automobile? Ah, le niveau sportif, ouais, alors j'étais très très surpris du niveau de Thibaut Inchep, avec qui j'ai fait équipe, parce qu'en fait l'idée c'est de faire des équipages, et du coup ce qu'on a fait c'est que, alors ça j'ai dit à tout le monde après, mais le twist c'était de dire voilà, tout le monde fait sa qualif, donc tout le monde essaie d'aller rouler le plus vite possible, et après pour avoir une certaine homogénéité dans les équipages, si tu mettais les deux premiers ensemble, bah c'est très bien que l'équipage allait être devant, tu ne repérais pas, il n'y avait aucun enjeu sportif. Donc en fait l'idée c'était après les qualifs de mettre le premier avec Dan. Donc en fait j'avais fait la pole, du coup je me suis retrouvé avec Thibaut qui est pas bon. Et je pense qu'il est très bon dans plein de domaines, il est très bon sur YouTube, très bon et dans la vie il est adorable, et il est très bon en muscu, très bon en fitness, très bon en tout ce que tu veux, mais en auto il est pas bon du tout. Donc là surpris dans ce sens-là, oui, et c'est bien planté aussi, donc c'était assez rigolo. Après sur la partie sportive, Pierre Cross il est pas mal, qui est pas mal bon pilote, tu vois, et après il a une vraie affinité avec ça, il aime bien. Romain Redamel, il avait bien roulé aussi. Et après, c'est plutôt des gens qui étaient déjà dans l'auto, style des Piello qui roulent bien. Voilà, donc non, je pense que le guest un peu mainstream qui a bien roulé, c'était Pierre Cross. T'aimerais faire un deuxième épisode? J'aimerais, mais on repart sur ce que je t'ai déjà dit par rapport En fait, maintenant, refaire des choses, que ce soit dans ma vie en termes de projet pro ou de projet YouTube, etc. Oui, mais l'ayant déjà fait, il faut que soit que ça apporte une valeur ajoutée qui est grosse, soit que toutes les conditions soient réunies. Le All-Star Kart, c'était un énorme projet, c'est un projet où la chaîne est d'avoir 50 000 abonnés, on avait Pierre Cross, MP4, Thibaut Inchep, Juju Fitcat, enfin on avait l'équivalent de 34 millions d'abonnés en termes de communauté respective. Et du coup, à l'époque, faire ce truc-là, au niveau de la chaîne, pareil, c'était un projet monumental qui a pris des mois à se faire. Donc aujourd'hui, refaire un All-Star Kart 2, oui. Mais par contre, il faudrait que voilà, il y ait tous les partenaires, que je puisse avoir l'équipe avec laquelle organiser, et voilà, que ce soit beaucoup plus simple, et que ce soit pas du tout dans les conditions comme j'ai fait. Et puis en plus, maintenant, il y a eu le Grand Prix Explorer. Donc quoi qu'il arrive, le fait de le faire en carte, je trouve ça très chouette à faire. Mais par contre, voilà, c'est vraiment, oui, s'il y a une volonté de partenaire à faire, une opportunité de le faire, mais c'est pas forcément un projet que je reporterai moi tout seul à Bras-le-Corps. T'as essayé une Sterato un jour. Est-ce que tu trouves que ce genre de voiture, comme la nouvelle Packard aussi, elles sont vraiment intéressantes à avoir en off-road? Ouais, mais ça typiquement, c'est des jouets de milliardaires. Ça typiquement, c'est, je pense que t'as une Sterato quand t'as déjà 10 voitures dans ton garage, et que finalement, en fait, la fenêtre d'exploitation de Sterato, bah, ça nécessite, puisque à chaque fois c'est très bien, dans la présentation on te fait des images où tu vois la voiture sauter, faire des bonds de 3 mètres dans la terre, faire des drifts, etc. Mais dont ta vie de tous les jours, t'as rarement un terrain de jeu comme ça à disposition. Donc ça, pour le coup, oui, quand t'es milliardaire ou multimillionnaire, que t'as accès à ce genre d'endroit, que tu peux faire kiffer avec des potes, c'est un jouet, c'est un kiff que j'ai effectivement pu vivre de te dire tu roules dans une Lamborghini, tu avais en travers sur la terre, tu fais des jumps avec, c'est un kiff monumental. Après c'est sûr que la fenêtre d'utilisation de ces voitures-là, sur la route de tous les jours, ou même pour aller sur circuit, je préfère une raquette performante, une STO qu'une Sterato, quoi. C'est vraiment dessiné, une cible. Ouais. Mais après c'est très rigolo et c'est très chouette pour l'automobile de proposer ce genre de trucs-là. Ouais, pour le délire, tu te dis c'est très chouette que ça existe. Est-ce que tu trouves que la F40 est une voiture particulièrement difficile à conduire? Alors moi, celle que j'ai roulée, j'ai pas forcément roulé le bon modèle. Je pense que une version qui est un peu optimisée, qui a l'habitude de rouler, qui est faite pour rouler, je pense que pour des essais que j'ai pu voir, et notamment je suis un Italien qui s'appelle Davide Cironi, qui a fait un essai justement du F40, qui a choisi 80 000 km, qui est préparé, qui roule. Ça a l'air très chouette à piloter. Celle que j'ai roulée, elle n'avait pas beaucoup de kilomètres, la pédale d'embrayage, elle est au fond, les vitesses passaient pas bien. Du coup, c'était pas... Alors, c'est très cool d'avoir roulé une F40 sur circuit, mais par contre, l'expérience en elle-même n'était pas... L'expérience de conduite, c'était pas... L'expérience en elle-même très chouette, mais l'expérience de conduite en elle-même était pas folle. J'aimerais vraiment rouler une F40 bien préparée pour voir ce que ça vaut réellement.
Elle peut faire peur un peu, parce qu'on a vu pas mal de, quand même, de propriétaires qui se plantent avec les voitures et tout. Elle est Ouais. traître un peu. Bah, en fait, et j'imagine déjà que c'est rare de trouver une F40 aujourd'hui qui est bien préparée parce que les gens roulent peu avec ce genre de voiture. Donc je pense que les mecs aussi celle de Norris qui s'est plantée, je pense que quand même elle est entretenue, elle roule cette voiture. Après, il y a beaucoup de voitures comme celle que j'ai roulée qui sont entreposées dans des garages et qui roulent pas spécialement. Donc en fait, c'est pas forcément des voitures qui sont prêtes à rouler parce que forcément, encore une fois, elles ont des pneus qui ont 25 ans, voilà, qui sont secs de chez sec. Et évidemment, sur ces voitures-là, t'as ce qu'on appelle un lag du turbo, donc c'est un temps de réponse entre le moment où tu appuies sur l'accélérateur, le moment où les turbos se déclenchent et envoient la puissance, il se passe du temps. Donc en fait, t'appuies, il se passe rien, puis d'un coup, t'as tout le couple qui débarque, donc tu peux te faire piéger. Donc je pense évidemment tu peux te faire piéger. Après, avec une voiture qui est bien réglée, je pense, bon. Donc t'as roulé, on a dit tout à l'heure pratiquement toute la GT3, et t'as même eu un accident avec une Bentley GT3 sur route ouverte. Comment ça s'est passé? Là, c'est un poisson d'avril, ça. Ah, Eh oui! C'était un poisson d'avril, ça. Eh ouais, c'était un poisson d'avril. Ça, c'était un truc de fou qu'on avait fait, ça. Putain, d'ailleurs, je sais pas quand elle sort de vidéo, mais il y a un autre poisson d'avril qui arrive la semaine prochaine. Non, c'était un poisson d'avril. En fait, c'était à l'époque où, effectivement, je pouvais avec une Bentley Continental juste pour en compétition. Et j'avais fait croire que l'équipe m'avait prêté la voiture, enfin, un tournage sur route ouverte. Voilà. Et en fait, c'était un truc qu'on avait fait en 3D. On avait tout fait en 3D. Et c'était justement pour alerter sur les fakes qu'on pourrait voir c'est pour faire un poisson d'avril, faire un buzz et alerter sur le fait que faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux et sur je suis un peu dégoûtée, parce que j'avais volontairement pas regardé la vidéo en me disant je vais avoir l'anecdote en direct pour avoir l'action, je suis un peu dégoûtée. Et non, et en vrai, il y a eu un gros twist parce qu'effectivement, forcément, une voiture on avait poussé le truc, hein. On avait fait des rendus 3D, ils avaient incrusté dans l'appareil photo, enfin, ils avaient fait des stories de l'appareil photo le jour censé du tournage, on va croire, etc. Franchement, moi qui avais survolé en disant voilà, je veux pas regarder pour avoir l'anecdote en direct, Ouais. bah ça. Ah non, mais c'était hyper crédible, et personne n'a grillé. Moi, j'avais juste une peur, c'est que quelqu'un grille que c'était un fake et que le poisson tombe à l'eau. Mais on a d'être ça avec JPOG qui m'a vachement aidé sur la partie justement carré graphique avec mes potes Fab qui a participé au truc. Et on a hyper soigné les détails et tout le monde est tombé dedans. Et qui plus est, les détracteurs, les haters, c'est le premier à avoir rôle. Parce qu'évidemment, quand tu t'as le mec que t'aimes pas, qui se plante, machin qui fait kékos en disant je roule avec une voiture de course sur route ouverte, etc. C'était les premiers à dire ah ouais, finalement t'essaies rien du tout, tu t'es planté, machin, ça. Ils ont relayé l'info. Mais j'ai reçu des messages d'Esteban Ocon en mode je suis désolé pour ton crash. Akram en mode on m'a envoyé mais t'inquiète pas, je relayerai aucune machin, ça a fait un buzz monumental. J'ai Bentley qui m'a appelé. Bentley m'a appelé en mode c'est quoi vraiment la voiture, elle est cassée, etc. J'ai dû leur expliquer que c'était un poisson d'avril, mais en même temps fallait pas que je leur explique trop tôt, donc j'ai attendu avant de répondre parce que si je leur disais trop tôt, j'avais peur qu'ils fassent un communiqué pour démentir l'information et c'est une info qui a fait le tour du monde, quoi. Donc de ouf, et c'était un fake. Et à la fin de la vidéo, je révèle tout le process du poisson d'avril, comme on a tout créé, l'histoire de toutes pièces. Très fort. Et là, je te dis, il y a le poisson d'avril qui arrive la semaine prochaine aussi. C'est quoi ce poisson d'avril? Parce qu'en vrai, la vidéo sortira. Si elle sort après la vidéo, c'est que Ça va sortir donc. ouais, et du coup j'ai fait croire que justement on parlait de Carrera GT. En fait, je fais croire que j'ai vendu ma maison pour acheter Carrera GT. Donc je me rends chez un concessionnaire qui a le Carrera GT à vendre. On fait toute la scène, voilà, où j'explique tout. Je suis avec un pote. Je dis ce que tu crois que j'ai bien fait, mais oui Romain t'as bien fait, c'est un investissement, etc. C'est un truc de fou. Du coup on a tout le process documenté. Je le rends dans la concession. On signe les papiers, petite larme, débâchage de la voiture. Et avant de partir avec la voiture, on révèle que c'est un poisson avec un petit twist à la fin. Que je vous invite à aller voir pour voir le twist. Il est sympa. Et en plus vous verrez il y a une scène post-générique qui devrait faire parler un petit peu. Ce qui est génial, c'est que toi, tu fais des vrais poissons d'avril. Tu fais pas juste un post, tu fais une vidéo entière. Ouais, mais j'aime bien, en fait, j'ai toujours aimé jouer avec ce genre de trucs. Alors là, malheureusement, j'ai fait un truc aussi, je pense que vous avez vu, que j'ai annoncé que j'étais pilote Red Bull, là. Oui. Donc, en fait, là, j'ai peur du timing, parce qu'en fait, je m'attendais pas, encore une fois, que ça prenne de telles proportions, parce que là, je suis sur 1 200 000 vues du post. Donc là, j'ai reçu encore une fois des messages, mais de la terre entière, pour me dire félicitations pour ton bac en F1. Donc, alors, pourtant, il y a des déclarations de Max Verstappen ou de Helmut Marko qui sont pas forcément très crédibles. Donc voilà, bref, si tu veux, ça a fonctionné. Là, la dernière fois, elle est en train de tourner au Brésil, elle est en train de tourner en Espagne, en Italie, partout. Il n'y a pas des signes, tu vois, c'est pas comme si t'avais fait, tu vois, la carrière, F4, F3, F2, tu sais, les gens,
Oui, et puis Un coup, ouais. un pilote inconnu en tout cas au Brésil, à de 34 ans, qui a jamais rien fait au monoplace, qui arrive, qui prend la place de Lawson, alors qu'il est pas du tout. Il y a rien qui va, si tu veux. Bah, en fait, c'est là où il faut se méfier de ce qu'on voit. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont pris premier degré, qui relaient, et c'est très rigolo de voir ça. Et encore une fois, ça permet aussi de sensibiliser les gens sur en fait, ayez un regard critique, quoi. Moi, à chaque fois, pareil, quand je vois une information qui pop sur Facebook, sur Insta, etc., l'information, en fait, elle est faite aujourd'hui pour être choquante, pour que justement tu la consommes et que ça fasse du buzz, ce serait du clic, tu consommes. Mais en fait, si tu creuses, vraiment derrière, plus t'as clic, t'as une histoire qui est différente ou pas du tout, c'est du fake, etc. Donc en fait, recroiser les infos. C'est pas parce qu'on vous dit un truc que c'est vrai. Voilà. En plus, moi, j'avais forcément exacerbé le trait pour qu'on comprenne bien que c'était un fake. J'ai mis des déclarations mais alambiquées, j'ai joué sur le fait c'est quoi, Christian Horner, je lui ai fait dire le niveau en F1 n'a aucune importance, c'est le charisme qui prédomine. Moi, je veux dire, à un moment donné, t'as une once déjà si tu le dis, normalement tu dois pas dire. Il y a des signes. Et les gens souvent ils commentent plus vite que. Ouais, ils voient l'image et réagissent en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est trop facile de faire croire trop de choses à trop de personnes. Ayez un sens critique, lisez les choses, renseignez-vous, recroisez les informations. Tu vois un truc, ne le prends pas pour argent comptant. Tu vas sur Google après, tu tapes et tu vois s'il y a des trucs. La désinformation aujourd'hui, elle est énorme. Bon, je voulais quand même parler de l'essai que tu avais fait de la Pagani. Celui-là, c'est pas un fake. Ça va. C'est quand même un essai monstrueux. T'avais pas très très peur finalement de la mettre sur la route? C'est pareil, les assurances, etc. Non, tu sais pourquoi? C'était avec Pagani directement. Et là, c'est pas du tout les mêmes enjeux que si c'est avec la voiture. C'est pas les mêmes assurances, c'est pas le même problème que si c'est la voiture d'un particulier. Le problème, ici, c'est pas quoi que ce soit, c'est Pagani. Pagani, ils sont assurés, c'est une voiture d'essai, de prêt, voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est toujours mieux de faire avec avec les constructeurs en direct. Mais en même temps, il y a très très peu de constructeurs qui te font essayer des voitures à 5 millions d'euros. C'est-à-dire que demain, Ferrari, ils n'ont pas tapé pour essayer la nouvelle F80. Ils vont pas essayer, elles sont toutes vendues les voitures. Donc en fait, ils vont pas taper pour communiquer. Donc en fait, généralement, pour rouler ce genre de voiture, ça doit passer par des propriétaires privés ou des garages, mais généralement ça passe par des propriétaires privés. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut avoir la confiance des propriétaires et avoir tout cet écosystème dont je t'ai parlé avant, qui est complexe à mettre en place. Mais en tout cas, avec Pagani, ce qui était très chouette, au contraire, c'est que ça passait directement par Pagani. Donc là, pour le coup, je savais que la voiture, il y avait plein d'essence. Il y avait 4 pneus neufs. Elle était révisée, elle était prête à rouler. Et voilà. Donc là, pour le coup, c'était vraiment au cul du kiff. C'est vraiment une œuvre d'art comme voiture. Et est-ce que au niveau de la conduite, c'est aussi fou que. Elle est aussi folle que belle? Ouais. En fait, je m'attendais justement à ce que ce soit une voiture très, très artisanale parce que réellement, le truc est quand même énormément fait à la main. Comme tu dis, c'est une œuvre d'art qui roule finalement. Mais du coup, tu te dis pas, ça peut être bien roulé. Mais en fait, si. Et j'ai été stupéfait. Je pense qu'on peut dire le terme, il s'emploie bien là, par la qualité de la voiture. Donc parce que potentiellement, effectivement, tu as des voitures comme ça qui vont plus être créées. Je pense même les premières Pagani, les toutes premières Honda, je pense pas que ça devait être fou à rouler. Mais là, tu vois que sur cette voiture, ça y est, Pagani c'est un gros constructeur et ça peut vraiment faire des voitures qui sont très très chouettes à piloter. Bon, je voulais aussi quand même parler de tes propres voitures, t'as quand même plusieurs. C'était quoi un peu tes critères quand t'as acheté tes premières voitures, enfin toutes tes voitures en fait? Moi je suis un puriste hardcore du truc, donc déjà comme beaucoup, je pense c'est des voitures qui m'ont fait rêver petit. C'est le cas de la 996 GT3. Et après la 996 GT3, en fait, il y a plein de choses qui m'ont amené sur cette voiture. Mais de manière générale, déjà moi, c'est les voitures, généralement pas les voitures récentes, parce que je retrouve pas la passion aujourd'hui dans les voitures récentes que je peux retrouver dans ces voitures-là. C'est des voitures qui sont très analogiques. Donc généralement plutôt en boîte méca, plutôt en moteur atmosphérique, plutôt avec un poids contenu, plutôt dynamique. Voilà, c'est plutôt ces sensations-là que je recherche. L'idée, c'est que quoi qu'il arrive, ça c'est un mauvais exemple, mais je vais pas forcément faire du circuit avec mes voitures parce que je fais de la compétition. Donc, quoi qu'il arrive, j'aurai jamais la même sensation qu'en compétition avec une voiture de route. Même si celle-là, c'est un mauvais exemple parce que pour le coup, elle est très adaptée, je fais du circuit avec. Mais voilà, et alors l'histoire de la 996 GT3, c'est que voilà, j'ai grandi en rêvant sur cette voiture-là. C'est la première GT3, donc ligne mythique chez Porsche. C'est la pureté absolue d'un modèle sportif. Je suis un grand fan de la marque Porsche. Pour moi, une marque qui est remarquable, qui a toujours fait des voitures de fou. 30 ans après, c'est des voitures qui continuent à rouler sur le circuit sans problème. Enfin voilà, je suis un grand fan de la marque.
Et puis ce qui m'a convaincu finalement d'acheter cette voiture, c'est que j'ai connu ces voitures-là quand ça valait rien entre guillemets. Ça valait 35 000 euros le 996 GT3. Quand on se dit ça, c'est quand même un truc de fou, tu vois. Tu te dis 35 000 euros, on regarde n'importe quelle voiture neuve aujourd'hui à 35 000 euros, t'as peut-être, j'en sais rien, j'ai pas arrêté de parler d'une Dacia, mais je pense qu'un Dacia Stepway, Peugeot 5008 et puis. voilà, tu vois, je pense que t'as un Peugeot 5008, même pas une grosse finition, t'es déjà à 35 000 euros. Donc, et à l'époque, ça valait 35 000 euros. Et en fait, j'ai commencé à voir la cote monter. À un moment donné, je me suis dit, je vais plus forcément avoir les moyens de passer à l'acte. Et puis, en fait, j'avais été invité, grâce à YouTube, à rouler 24 heures de Daytona classique, qu'on a fait en 996 Cup. Donc, avec que ça, version Cup, en fait, c'est des voitures qui étaient très, très similaires. Donc, j'ai roulé ça à Daytona, dans le banking, de nuit, aux 24 heures de Daytona, on a gagné la course, etc. J'ai grandi en rêvant de cette voiture-là, j'avais un voisin qui en avait, je rêvais dans cette voiture. Je me disais, il y a trop de choses qui sont alignées, il m'en faut une maintenant, et du coup, je suis rentré de Daytona, je me suis mis à chercher une voiture, et du coup, la 996 GT3. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans le futur, dans les prochaines années? Beaucoup de choses. Tu vois, là, on le voit pas à l'écran, et là, il y a une Ferrari 355 qui est derrière, là. J'adore cette voiture. Pour moi, c'est une des plus belles berlinettes de chez Ferrari. Des voitures qui me font rêver, j'en ai beaucoup. Même en délit, j'aimerais bien rouler avec une Mercedes 16 55 AMG de 2004. Je suis un grand fan des voitures du début des années 2000. Et moi, j'avais 13-14 ans à cette époque-là. C'est toutes les caisses qui vont faire rêver ado. Voilà. Mon rêve, c'est de partir de Paris, d'avoir ma maison dans le sud, avec ma petite collection de voitures, et en Daily, parce que ça n'a rien à voir en Daily à Paris, mais en Daily d'avoir ma petite Mercedes CLS 55 AMG ou pas, on verra, mais ouais, une CLS, je trouve ça très beau. Je peux mettre ma fille à l'arrière, c'est 4 portes, c'est sa ligne qui est sublime, et je me dis voilà, me recréer un peu mon garage de rêve du début des années 2000. In fine, j'aimerais avoir une 360 Stradale, une Carrera GT. Je pense que Carrera GT sera jamais de ma vie, mais une 360 Stradale, maintenant ça vaut beaucoup de sous. CLS 55 AMG, SA55 AMG, chez Porsche, il y a 1 milliard de modèles qui m'intéressent. Dans toutes les marques, il y a une Lamborghini, Huracan Performante, c'est le modèle préféré. Mais après, je suis forcément limité déjà à Paris par la place, par la logistique et par les moyens. Donc, j'ai raison, les voitures, elles tournent. Il y en a certaines qui bougeront pas. Ma 911 SE, elle bougera pas. Celle-là, elle bougera pas non plus. Et après, j'en ai quelques-unes qui tournent. Le DR8, elle va pas forcément rester. Et l'idée, voilà, c'est en fait, je sais aussi très bien acheter, très bien vendre des voitures. Ça me permet de rouler dans des belles voitures, de réaliser des rêves, gagner un petit peu d'argent et passer au plus. Oui, c'est ça, et puis si t'as d'autres expériences de pilotage avec une voiture. C'est exact. Mais il y a tellement de voitures plaisir, de sensations différentes que, encore, il y a des voitures qui sont des marqueurs de vie, donc qui bougeront pas parce que j'ai des histoires avec. Et après d'autres, auxquelles j'ai le nom d'affect, où justement, là, ça te permet de faire tourner un petit peu les voitures et de goûter à d'autres sensations. Il y en a tellement, c'est sûr. Mais c'est infini. Et après, ce qui est limitant à chaque fois, c'est portefeuille. On a 2 formats pour finir ce podcast. Donc, le premier, c'est vérité ou fausse croyance. Donc, on a des phrases, tu vas me dire que c'est une vérité ou une fausse croyance. Alors, la première, ce serait les pilotes automobiles ne connaissent pas l'humilité. C'est vrai. À 95%, c'est vrai. Et même, je pense à celui dans la vidéo, j'ai l'impression d'avoir été prétentieux sur beaucoup de sujets, donc je pense, oui, beaucoup derrière d'ego, et de toute façon, ouais, c'est un milieu ultra compétitif. T'es obligé de penser que t'es meilleur. Donc, en toute façon, normalement, ton éducation a été faite dans le sens où, mon petit chéri, t'es l'enfant prodige, donc Rouler dans les voitures de course d'aujourd'hui, c'est plus facile que les voitures de course d'il y a 20 ans. ouais, et puis même, rouler des voitures d'il y a 20 ans, c'est beaucoup plus facile que rouler. Moi, les vraies légendes, c'était les mecs qui roulaient à l'époque de Niki Lauda, etc., qui roulaient justement au Nürburgring, dans des voitures où tu savais que si tu tapais, potentiellement, t'avais les chances sur 2 de mourir. Ça, c'était des trucs de fou. C'est des boîtes avec rabot, t'étais obligé de faire du double embrayage, du talon de pointe, les directions étaient très compliquées à rouler, etc. Nous, aujourd'hui, c'est des vélos, les voitures. On va pas se mentir, les compétences de pilotage, aujourd'hui, t'as des palettes, t'as des aides sur beaucoup de voitures de course. À l'époque, pour emmener 900 avec une boîte à crabot, sur un frein qu'on doit faire un frein sous la pluie, avec des pneus qui avaient pas beaucoup d'adhérence, c'était complètement différent. Un bon essai automobile ne peut être fait que par un pilote. Non, alors, parce qu'il y a des gens qui sont, encore une fois, typiquement, si je prends l'exemple de YouTube, par exemple, GMK, qui je pense aura pas la compétence nécessaire pour avoir un vrai ressenti,
En fait, lui a un angle complètement différent et il arrive quand même à te faire ressentir des choses avec une voiture. Donc, par exemple, je te dis pas que je regarde tous les essais de GMK, mais pour autant, il a un angle, une manière, et même, moi, je suis stupéfait par Akram. Akram, c'est le premier mec, je pense qu'on est tous pareils avec Akram. Il roule dans Paris, pendant 20 minutes, il te raconte une histoire, en fait, peu importe le truc, il t'embarque avec lui. Et voilà, parce qu'en fait, c'est différent. Après, forcément, si tu recherches des impressions de conduite pure, si t'as un niveau certain sans forcément être pilote, mais si au moins tu sais de quoi tu passes, c'est mieux. Ça dépend le sujet de l'essai. Ça dépend le sujet, ça dépend comment tu racontes. Est-ce que ton sujet principal c'est la voiture ou c'est une histoire avec la voiture tout dépend. Voilà, moi je suis Akram, j'ai toujours suivi ses vidéos. GMK, j'en suis pas mal aussi, alors que pourtant c'est très éloigné du pilotage, quoi. La communication est un élément clé de la carrière d'un pilote. Ouais, 100%. Bah. Un mauvais pilote avec une bonne voiture sera meilleur qu'un bon pilote avec une mauvaise voiture. Ouais, oui. Toujours le même problème, c'est que il vaut mieux être un pilote moyen avec beaucoup d'argent pour aller dans les bonnes conditions qu'être un excellent pilote sans avoir le matériel. Alors pour le dernier format, on a 60 secondes pour question-réponse, donc il faut que tu me répondes le plus brièvement possible. Alors, si tu pouvais avoir une hypercar, laquelle serait-ce? Car GT. Quelle GT3 choisirais-tu entre toutes? Ouais, Mercedes. Monoplace ou GT? GT. Peut-on réussir à piloter sans argent? Non. Quelle est la catégorie la plus accessible en sport auto? Twin Cup. Si tu pouvais garder une seule voiture personnelle, laquelle serait-ce? GT3. 24 heures de Spa ou 24 heures du Nord? C'est pas parce que j'ai Les circuits américains ou européens? européen. Rouler 24 heures en classique, c'est bien plus éprouvant qu'en moderne. Oui. Si tu devais renoncer à YouTube ou renoncer à être pilote, tu garderais lequel? Je garde pilote. Romain Monti va-t-il piloter pour Red Bull? Ouais, évidemment. Tu aurais aimé faire une saison de drift? Ouais. 1000 chevaux dans une voiture de série, tu trouves ça trop? Trop. Tu as préféré la SF90XX ou la SNSA SCV12? Et FNSA. Doit-on obligatoirement passer par la carte pour être un non-pilote? Non, mais ça aide beaucoup. Ton daily préféré pour rouler à Paris? Ouais, je suis obligé d'être corporate et de répondre mon comportement en même temps. Aurais-tu aimé faire du rallye? Oui. Est-ce que tu laisserais tes enfants se lancer en sport auto? Oui. Génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De rouler, de vivre ma passion et de vivre de ma passion le plus longtemps possible. Pardon, je te le souhaite. Merci. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup.